Et c'est à ce moment-là que je conscientise une chose, c'est que le copywriting, c'est pas de la littérature. T'as pas besoin d'être bon en français pour savoir faire du copywriting. Juste savoir bien s'exprimer et le mettre en mots, en fait, presque, non? T'as besoin d'être bon en vente. Ouais. En fait, le copywriting, c'est pas de la littérature, le copywriting, c'est de la vente. Je fais 30 appels et je demande à ces gens, hey, tu veux qu'on fasse ensemble? Je m'attendais à ce qu'ils me disent, je veux que tu crées des pages de vente, je veux que tu crées des newsletters, je veux que tu crées des posts. En fait, non, ils m'ont pas du tout dit ça. Ils m'ont dit, je veux que tu m'apprennes à le faire. Okay. Je veux pas que tu me donnes du poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. Pour te donner une idée, là, je pense que sur l'année 2, on va faire x2. Et pour l'année prochaine, on vise 700 000 € de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on aimerait faire en 2024. Ce qui commence à être assez costaud. Je tenais vraiment à remercier le partenaire de la saison 1 de Club Sandwich. Tu le connais forcément. Il s'agit de Shine, le compte pro qui libère le potentiel de déjà plus de 100 000 entrepreneurs. L'idée, c'est de te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel de ton business, grâce à une seule app qui regroupe toutes les fonctionnalités bancaires pro dont tu as besoin. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est super rapide. Et bien entendu, je vous ai négocié une offre assez ouf avec les 3 premiers mois offerts. Pour en bénéficier, il suffit juste de passer par le lien qui est en description. En gros, tu n'as rien à perdre, tout à gagner à créer ton premier compte pro sur Shine. Et évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce nouveau média, ce nouveau podcast. Donc merci beaucoup à Shine et plus particulièrement à Juliette qui soutient ma création de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup pour la confiance, merci Shine et bon épisode. Salut Nina. Salut Hugo. Ça va? Ouais, écoute, très contente d'être là et de te voir en vrai. Ben, carrément, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on se voit, alors que je pense qu'on se suit, qu'on se parle sur les réseaux depuis longtemps. Il y a même une anecdote là-dessus, c'est que j'ai été me faire tatouer dans ta rue à un moment où on se parlait, etc. La rue Saint-Maur. Et on s'en est rendu compte juste après, quoi. Ouais, c'est ça. La rue Saint-Maur que j'ai auto-baptisée la meilleure rue de Paris, vraiment, elle est incroyable. Ouais, non, très 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 cool. Voilà. L'épicentre du Boboland. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est ça que là en off, c'était intéressant. En fait, je te demandais un peu comment toi tu te voyais. Est-ce que tu te vois comme une influenceuse, une féministe, limite au sens politisé du mot, ou une solopreneur, une entrepreneur, enfin peut-être un peu de tout ça. C'est quoi un peu, comment tu te vois aujourd'hui, comment tu te définis? C'est intéressant comme question parce que c'est vraiment quelque chose qui a évolué au fur et à mesure de ces dernières années et qui est en fait en constante évolution. Donc j'ai commencé, j'étais salariée et quand j'ai quitté ma boîte, en fait, je me suis lancée en tant que freelance. Tout simplement, au début, je pensais que j'allais vendre du service. Donc je me suis dit, je vais vendre des prestations de copywriting, ou d'écriture de vente, voilà, pour faire des pages de vente et des emails, quoi, globalement. Puis je me suis rendu compte que les gens ne voulaient pas ça de moi. Donc j'ai fait une trentaine d'appels et puis les gens ne voulaient pas m'acheter de la prestation, ils voulaient m'acheter de la formation. Et donc c'est comme ça un peu que j'ai repensé mon business model, enfin que j'avais même pas démarré, ça faisait à peine quelques semaines que je devais démarrer, donc j'avais rien vendu. Et finalement je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux commencer à vendre un produit qui corresponde à mon audience? Donc tu vois, déjà en arrivant, je me suis beaucoup basée sur l'audience que j'avais déjà. Et donc, j'ai commencé à vendre des produits. Donc là, on peut se poser la question de freelance versus solopreneur. Est-ce qu'un freelance, c'est quelqu'un qui vend de la prestation, qui vend du temps contre de l'argent? Est-ce qu'un solopreneur, c'est pas quelqu'un qui vend plutôt du produit contre de l'argent? Mais c'est intéressant d'avoir en fait un peu cette différence de sémantique et de définition entre le freelance justement qui vend du temps, en fait, qui est presque en fait un salarié déguisé, sauf qu'il n'a pas de contrat de CDI, et en fait avec un solopreneur qui est en fait une entreprise de une personne, avec quelqu'un qui a des compétences et qui du coup vend des produits et des services sur Internet, grosso modo. C'est ça, produits qui peuvent être des formations en ligne, qui peuvent être... Moi, j'avais commencé par des sessions de coaching individuel. Ensuite, ça s'est transformé en bootcamp. Donc, tu vois, j'ai développé une offre de solo sur 3 produits principalement. Coaching individuel, formation en ligne, donc self-service, et bootcamp, qui est un produit de groupe intense avec lequel tu as un accompagnement individuel. C'est un peu le coach, le groupe qui vient te chercher en bas de chez toi pour que tu y ailles, quoi. Donc, j'avais développé vraiment cette offre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, le chiffre d'affaires augmente. Et là, on en arrive à la question qui est, j'avais besoin de recruter. En fait, j'avais une croissance de boîte qui était tellement importante que ça devenait douloureux. Entre-temps, j'ai eu un enfant. Donc, je passais des journées de plus en plus longues, de plus en plus difficiles. Et donc, je me suis mise à recruter. Donc, j'ai recruté. Et elle s'est posé la question, ok, est-ce que je suis encore solo? Et aujourd'hui, je peux dire que je ne suis plus solo. Et d'ailleurs, ce serait mentir, ce serait se réapproprier le travail d'autres personnes que de dire que je suis solo. Donc aujourd'hui, je ne dis plus que je suis solopreneuse parce qu'il y a une équipe de 12 personnes qui bossent avec moi. Aujourd'hui, j'ai une personne qui va arriver en tant qu'associée dans la boîte. Je vais avoir mon premier CD, j'ai déjà 2 salariés. Donc tu vois, ce serait cacher le travail de toutes ces personnes-là que de dire que je suis solo. En revanche,
c'est vrai que je reste encore le visage de la boîte du fait de la marque personnelle que je porte. Et c'est ça un peu qu'il faut arriver à, à résoudre et à rétablir, et c'est un peu mon enjeu du moment, de me dire comment est-ce qu'on décorrèle la boîte qui s'appelle Ramène ta fraise de Nina Ramen, et comment est-ce que je fais comprendre au monde que finalement aujourd'hui Ramène ta fraise ce n'est plus que Nina Ramen, même si j'en suis encore le visage et un peu la visionnaire, quoi, je dirais. Ouais, on est d'accord. Mais du coup, donc, tout ça, je pense qu'on va y revenir en fait un peu à toute cette évolution. Ouais, c'est ça. C'est ça que pour peut-être ceux qui seraient cachés dans une grotte depuis des années et qui ne connaîtraient pas Nina Ramen, c'est ça que tu es un peu, je pense que tu es dans le top 0,1% des gens en termes d'audience sur LinkedIn. Ça fait, tu es arrivé avant que ça devienne mainstream. Je pense que ça fait au moins 4-5 ans que tu es sur le réseau et que tu construis en fait une audience avec de la création de contenu et de la transmission de savoir, etc. Je pense qu'on peut passer peut-être 2-3 minutes quand même pour resituer un peu le contexte, si tu peux te représenter, savoir d'où tu viens et en fait comment t'en es arrivé à devenir justement cette entrepreneuse. Ouais, merci. Effectivement, moi, mon métier, c'est d'enseigner l'art de vendre avec les mots, donc vendre au sens large du terme, au sens de convaincre les gens de cliquer sur un bouton, que ce soit le bouton liker, commenter, acheter. Globalement, c'est l'écriture de vente, comment tu fais en sorte que des gens qui sont à des milliers de kilomètres de toi aient envie de s'engager avec toi dans une relation, qu'elle soit achat, prospection, etc. Donc ça, c'est un peu la discipline du copywriting avec un W, qui n'a rien à voir avec le copyright, le droit de la propriété intellectuelle. Le copywriting avec un W, c'est l'art de vendre avec les mots. Donc ça, c'est un peu mon cœur de métier à l'origine. Et aujourd'hui, je pense que cette discipline-là, en fait, est une discipline centrale pour les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que si tu sais bien écrire, en fait, tu sais obtenir un rendez-vous avec n'importe qui, via un email, un message, etc. Tu sais vendre alors que tu n'es même pas dans la même pièce que la personne. Tu sais créer une audience sur LinkedIn, comme toi, tu peux l'avoir fait aussi, d'ailleurs. Bref, c'est un peu une super compétence. Tu peux aussi recruter. Si tu sais écrire une bonne annonce de recrutement, en fait, elle est plus attractive, donc tu as les meilleurs du marché. Tu sais faire des messages d'approche directe pour tes candidats qui soient encore plus performants. Bref, c'est une discipline pour moi qui est incontournable dans l'entrepreneuriat. Et donc, moi, c'est un peu ma spécialité. Et aujourd'hui, je me sers de cette compétence pour aider les femmes à développer leur business. Donc, je les aide notamment sur la partie marketing, via LinkedIn, créer des newsletters, créer des pages de vente. Et de manière générale, je transmets beaucoup ce que je fais gratuitement sur LinkedIn et au travers de ma newsletter. Voilà. Ok, et donc là, le copywriting, t'es rentré dedans, je pense, il me semble, quand tu étais salarié dans un cabinet de recrutement, c'est ça ? Si j'ai bien révisé. Ouais, t'as bien révisé, exactement. C'était mon premier job, qui n'a pas grand-chose à voir avec mes études, que j'étais ingénieur en chimie à la base. Ok. Je me suis retrouvée dans un cabinet de recrutement, j'étais chasseuse de tête. Et il se trouve que quand tu es chasseuse de tête, tu as un double enjeu. Tu dois à la fois approcher des candidats, mais aussi trouver des mandats auprès de clients. Donc tu vas voir, je sais pas, L'Oréal qui dit j'ai besoin d'un technicien en chimie, toi tu prends le mandat et tu vas aller chercher le technicien en chimie, le directeur de laboratoire, etc. Et donc tu as une double approche, tu as une approche très commerciale auprès de tes clients, mais aussi auprès de tes candidats. Parce que les meilleurs candidats, si L'Oréal fait appel à toi, c'était un des clients que j'avais, fait appel à toi pour trouver un candidat, tu peux bien imaginer qu'il a essayé de le faire par lui-même. Donc quand tu vas facturer 5, 10, 15, 20, 25 000 euros pour aller recruter un candidat, c'est que potentiellement le candidat est dur à trouver. Donc tu dois aussi user de cette compétence de convaincre ton candidat. Et où est-ce qu'ils sont les candidats ? Sur LinkedIn. Et c'est un peu comme ça que j'ai atterri sur LinkedIn. En fait. Ce que j'allais te demander, donc du coup c'est comme ça que tu as atterri un peu sur le réseau en fait à l'époque. Et est-ce que tu te mets tout de suite à créer du contenu sur LinkedIn ou au début tu t'en sers juste comme outil pour chasser en fait ? Au début, c'est un outil pour chasser. À l'époque, il n'y a personne sur LinkedIn. C'est vraiment le no man's land. Il y a des gens qui font des posts qui démarrent par cher réseau. Ouais. Je fais XY. Tu as vite fait des annonces de levée de fonds. Enfin, c'est le no man's land. C'est représentatif à 0% de la population qui a... Et c'est pas si loin que ça, c'est ça qui est ouf. Hein. C'est ça. Et c'est pas si loin que ça parce que là, on est en 2018. Tu vois ? À ce moment-là, ouais. Donc, je me mets à approcher des candidats en direct et je me rends compte que les messages que je crée, en fait, sont plus ou moins efficaces. Donc je vois qu'il y a des messages qui font 90% de taux de réponse, des messages qui font 10%. Moi, je suis ingénieur en chimie à l'époque, donc je connais pas le copywriting. Ouais. Je me dis, waouh, en fait... Et moi, je suis incentivée sur les candidats que je place. Donc, en fait, plus je place des candidats, et plus, en fait, moi, mon bonus, il est important, tu vois. C'est un peu le business model de la chasse de tête, tu vois. Et je me dis, waouh, c'est quoi cette compétence ? Et donc là... je me mets à me renseigner sur ce que c'est que le copywriting. J'approche des candidats et je continue comme ça à alimenter mon visier de candidats, à placer des candidats, etc. Et ça se passe tellement bien que dans ma boîte, ils me décident de
me faire enseigner ça à tous les autres consultants. C'était un gros cabinet? Ouais, ça s'appelle Kelly. Oui, Kelly Service. Aux États-Unis, ils sont très forts. En France, un peu moins, mais c'est un des premiers aux États-Unis, quoi. Après, ils ont une filiale en France et moi, j'étais un filiale scientifique. Ok. Ouais, c'est un bon cabinet. Et, et du coup, et moi, j'étais vraiment sur la partie chasse de tête, très technique, tu vois, scientifique. Je suis ingénieure en chimie, donc ça me permettait d'aller très loin dans les discussions avec les candidats, ce qui me rendrait encore plus pertinente dans les échanges avec eux. Ok. Et donc, bref. Et donc, on me dit, ouais, Nina, enseigne. Donc, il y avait, je sais pas, il y avait 200 personnes. Donc, j'ai Ah oui, parlé quand de même. comment je faisais, alors que ça faisait 3 minutes que j'étais recruteuse. Enfin, j'exagère, mais ça faisait, je sais pas, ça faisait 1 an que j'étais recruteuse. Mais comme j'avais développé très rapidement cette compétence et j'avais des très bons résultats, bah, ils m'ont mis dans une salle, ils m'ont dit, bah, vas-y, explique aux autres, quoi. Et là, ça m'a donné une passion, un amour qui se développera encore plus après. C'est l'amour de l'enseignement et de la transmission. C'est la première fois de ma vie que j'ai expérimenté, je pense, le métier de prof, quoi, d'enseignante. De transmettre. Et ensuite, mon expérience suivante, ça a été à l'école du recrutement. Donc juste pour continuer, à ce moment-là, j'avais pas vraiment de LinkedIn, je publiais pas de post. Ouais. J'arrive à l'école du recrutement, le CEO de l'école du recrutement, qui s'appelle Laurent Broy, lui, c'était un mec, c'était un des seuls qui publiait sur LinkedIn. Donc c'était vraiment un des pionniers. Et je voyais ce qu'il faisait. Et moi, j'avais intégré l'équipe commerciale. Et je voyais que quand Laurent publiait un post, donc moi, je connaissais la partie approche directe. Mais je voyais que quand Laurent publiait un post, bah, côté commercial, ça faisait un énorme boom. Donc, encore une fois... C'est ça qu'il y avait déjà le système des vues, etc. Ouais, il y avait c'est ça. il y avait déjà un reach important, etc. Ou c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui? Si, c'était le même système. Il y Ouais. avait des impressions, des likes, des commentaires, enfin, globalement, Ouais. à peu près pareil. Et là, Laurent... et donc, moi, je suis au commercial. Et encore une fois, j'ai un bonus. Je vais incentiver sur les ventes que je fais. Okay, et donc, je vois que quand Laurent publie un post, nous, au commercial, on a plein d'appels entrants, on a plein de leads. Et donc là, je comprends qu'il y a une mécanique aussi qui est en train de se jouer. Donc, ok, l'écriture, ça marche en DM, en message privé, mais là, je me rends compte qu'il y a aussi quelque chose qui se passe quand tu vas publier. Sur la partie plutôt, du coup, inbound, en fait. Sur la du partie coup. inbound, exactement. Ok. Et là, je fais, oh, trop bien cette compétence. Et donc, je vais voir Laurent. Enfin, c'est plutôt lui qui vient me voir, parce que lui, il a cet enjeu, il est CEO de la boîte. Et en fait, il a cet enjeu de se dire, ok, comment est-ce que je fais en sorte aussi qu'il n'y ait pas que moi qui soit générateur de leads pour la boîte. Et donc, il prend les 2 personnes au commercial à cette époque, il y avait Maxime, il y avait moi. Et il nous prend dans une pièce, ça dure 1 heure. Il nous fait 2-3 petits trucs sur LinkedIn, il nous montre vite fait comment ça marche. Et là, je me fais un challenge et je me dis, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais poster tous les jours. Ok. En fait, c'était un peu un draft un peu de stratégie Avengers que beaucoup de boîtes aujourd'hui comme Skylesia, comme Kimono, comme Com Video, toutes ces boîtes où en fait il n'y a pas que le CEO qui poste, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 personnes de la boîte. Et là en fait les effets cumulés sont incroyables, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, c'était exactement l'objectif pour le coup. Et aussi, c'est parce qu'une compétence qui détenait, qui était hyper cool. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait mon premier post, qui n'était pas dingue, rétrospectivement. Le deuxième, le troisième, et le troisième a explosé. Le troisième a fait, je sais pas, plusieurs centaines de milliers de vues, je sais plus. Tu te rappelles de quoi tu parlais ou Ouais, je parlais de télétravail. Ah bah À oui. l'époque, c'était avant le Covid. Ouais, donc pour le coup, Un sujet qui est sujet qui intéresse. qui intéresse, en même temps qui est controversé. C'est un sujet sur lequel à l'époque, tu pouvais tracer une ligne, les pour et les contre. Ça concentre plein de choses, d'ego, d'émotions, de débats qu'il peut y avoir en entreprise. Et maintenant, je fais ce post pour défendre le télétravail parce que... À partir du moment où c'est polarisé, donc forcément, et que tu touches en plus au travail, aux salariés, au bien-être, etc. Là, tu cochais quand même pas mal de codes et de cases qui permettent d'avoir un poste qui parte un peu viral, quoi. Ouais, parler de travail sur une plateforme dont l'objectif est de parler de job, où c'est quand même très pro, tu vois. Ouais. Bah, c'est vrai que ça a bien fonctionné. Et là, je fais waouh, le super pouvoir, quoi. Encore une fois, en fait, j'ai la deuxième révélation. Première révélation, c'était message direct. Deuxième révélation, c'est waouh, c'était quoi ce super pouvoir. Et là, je lâche pas l'affaire. Et je me mets. Alors, moi, là-bas, je suis dyslexique. Donc, il faut savoir, je t'ai pas raconté ce truc-là avant, mais à la base, moi, si j'ai fait des études d'ingénieur en chimie, c'est parce que je suis hyper dyslexique, que je confondais les P, les B, les D, enfin, à peu près toutes les lettres de l'alphabet. Et j'avais moins 20 en dictée. Et j'ai grandi avec une image de moi qui n'est pas du tout celle de quelqu'un qui est capable de faire des belles phrases, des bons mots et qui va faire des lettres plus tard. Ok. Et donc là, je me dis, ok, alors visiblement, je comprends Nina, c'est pas une matière qui est intuitive pour toi et tu as cette image de toi qui n'est pas bonne en orthographe et en français. Mais tu vois bien qu'il y a quand même des bons résultats. Et c'est à ce moment-là que je conscientise une chose, c'est que le copywriting, c'est pas de la littérature. T'as pas besoin d'être bon en français
pour savoir faire du En copywriting. fait, T'as bien, faut t'as juste savoir bien s'exprimer et le mettre en mots, en fait, presque, non? t'as besoin d'être bon en vente. Ouais. En fait, le copywriting, c'est pas de la littérature, le copywriting, c'est de la vente. Et à partir du moment où tu as compris ça, tu t'en fous en fait de savoir bien écrire. Tu te dis, ok, l'important c'est que je sache bien vendre, que je sache bien amener des arguments. Quand je dis vendre, c'est vendre au sens large du terme, au sens de faire passer une idée, au sens de convaincre, au sens d'argumenter. Ça, c'est de l'art de la rhétorique en fait. Donc on en est là. Et là, je me rends compte que ce job de copywriter m'intéresse. Donc je passe au marketing à l'école du recrutement. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Quoi. Le copywriting, je vais de plus en plus en fait, m'intéresser à cette discipline. Je vais de plus en plus l'adapter au recrutement aussi. Parce que le recrutement, c'est là où je vois les liens qu'il peut y avoir entre le recrutement et le copywriting, la vente et le copywriting, le marketing et le copywriting. Et je me rends compte que c'est une discipline qui est hyper transversale et businessment parlant hyper intéressante. Donc on est à un moment où j'ai appris la vente, j'ai appris le marketing. Et là, je me dis, ok, la formation, c'est un truc qui m'intéresse, donc je change de boîte. Je suis dans une boîte de formation encore, donc je me retrouve cette fois-ci à créer ma formation. Ok. Donc là, on est chez Germinal, on est en 2020. Ouais, c'est ça. Donc là, vers le Covid, moi, je sais que c'est à cette époque que je t'ai connu, notamment. C'est ça. Et en fait, quand j'arrive chez Germinal, j'ai 20 000 abonnés sur LinkedIn. Donc t'as déjà comme une bonne base d'audience, quoi. J'ai déjà une bonne base d'audience. Et je crée ma formation qui s'appelle Copywriting, je ne sais plus exactement le nom qu'on lui avait donné, mais qui parle de copywriting. Là, je m'attelle vraiment à la création de contenu. Et j'y reste en fait 6 mois. Et au bout de 6 mois... Ah, tu fais que 6 mois chez Germinal. Ouais, je fais que 6 mois. C'est ça que tout le monde t'en parle encore aujourd'hui. Putain, les gars, j'ai fait que 6 mois, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Mais toi, je me rappelle très bien de ce mail. Et c'est là, en fait, où tu es un peu le visage de Germinal. Donc, hormis notre ami Grégoire Gambato, évidemment. Et c'était, tu vois, ce fameux hook. Comment, en fait, faire, je sais plus, 150 000 euros de lead avec un seul email. C'était ça. Ouais, c'est ça. Ça, je pense qu'on l'a beaucoup reçu, on l'a beaucoup vu, etc. Et c'est, en fait... Et je trouve que ça, là, on est sur un peu un milestone, sur un peu le LinkedIn et la création de contenu, etc. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe à ce moment-là, 2020-2021. Ouais, c'est ça. En fait, le plus gros milestone que j'avais eu, qui m'a donné ma légitimité sur la création et sur le copywriting, ça avait été à l'école du recrutement. J'avais fait un email qui a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ah, donc peut-être que... Ça, c'était à l'école du recrutement. En fait, c'était le jour du Covid. En fait, j'étais... annonce du Covid. J'envoie un email à la communauté des recruteurs que j'avais. Et cet email, en fait, génère des rendez-vous. Et après, je crois que c'était 250 rendez-vous. Et les 250 rendez-vous, finalement, donnent 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que j'avais mis en place, c'était des emails quotidiens. Donc ça, on pourra reparler si tu veux. Mais en fait, c'est une base que j'avais réussi à engager avec les recruteurs. C'est des gens avec qui j'avais énormément parlé, discuté au quotidien dans un moment qui était difficile pour eux. C'est le Covid, tu vois, un moment où tout le monde était enfermé. Donc, je leur parlais tous les jours. Et un jour, on a fait cet email de vente qui a généré 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'était quoi? C'était pour faire quoi, une formation en ligne ou un truc comme ça? C'était la formation. C'est la formation de l'école du recrutement. Parce que c'était une école full asynchrone ou il y avait un lieu, etc. Il y avait un lieu. Okay. Et en fait, c'est un produit en ligne. Donc, c'est un produit digital. Okay. Moi, ça fait 5 ans que je bosse dans la formation de produits en ligne, tu vois. Donc, c'est un produit en ligne. À l'époque, il était à 2 000 euros. Et puis, il y avait un format à 5 000 euros. Maintenant, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, c'était un produit full distance. Okay. Et donc, c'est à ce moment-là où, tu vois, je me suis vraiment dit, ok, Nina, c'est pas que... ok, tu sais bien écrire, ok, tu as des bons résultats. Mais là, je me dis, ok, tu as une vraie compétence. Et ça m'a donné un peu, moi aussi, ma légitimité dans ce métier-là, de moi, ne serait-ce que de moi par rapport à moi-même, mais aussi en termes de preuve sociale. Et c'est comme ça que j'arrive chez Germinal, où eux, ils font leur switch de service à formation. Le fameux pivot, oui. Exactement. Et en fait, j'y reste 6 mois, durant lesquels je fais 2 choses, principalement. Principalement la newsletter, et deuxièmement, je me retrouve à créer une formation en ligne. Donc, on est 6 mois après, je quitte Germinal pour monter ma boîte. 2 semaines après, je me rends compte que je suis enceinte. Ok. Donc là, pardon, l'inverse. Je me rends compte que je suis enceinte et 2 semaines après, je quitte. Donc, tu vois, je me retrouve à un moment où en fait, c'est hyper charnière pour moi, parce que je me dis, est-ce que je trouve un autre job? Est-ce que je lance ma boîte? Je sais pas trop, tu vois. Et finalement, j'ai choisi de lancer ma boîte. Est-ce que c'est lié, ça, tu crois? Parce que c'est vrai que moi, je me reconnais là-dedans, parce que pareil, moi, j'ai quitté mon CDI assez juteux, très bien payé, assez planqué. C'est-à-dire que je pouvais dormir tous les matins jusqu'à 9h, 9h30. Il n'y a plus personne qui me disait rien, tellement je faisais de chiffres, etc. Et je sais que c'est le moment où ma femme est enceinte.
du coup, je me dis que c'est le meilleur moment pour prendre le risque de devenir entrepreneur. Parce qu'en fait, il y a un peu, je sais pas, c'est peut-être se dire, vas-y, c'est changement de vie total et changement de paradigme et il y a là l'aventure, quoi. Est-ce que toi, tu es un peu dans cet état d'esprit ou c'est pas forcément lié? Alors là, je me dis pas ça du tout. Moi, mon projet, c'est d'avoir un enfant, d'être en CDI et de garder mon CDI et d'avoir mon enfant dans ce contexte-là. Parce que congé mat. T'avais un peu peur quand même, du coup, de prendre le risque. Parce que congé mat, parce que toutes les difficultés que tu peux avoir quand tu es une femme et que tu portes un enfant, en fait, tu peux être arrêté au bout d'un mois. Il peut se passer plein de trucs. Donc, j'ai pas du tout, c'est pas le projet à ce moment-là. Mais le contexte fait que je me dis, bon, ok, en fait, là, faut partir. Donc du coup, je prends mes affaires, je me dis, bon allez, on y va, avec la peur d'avoir ce projet dans les mains d'enfants. Et je me dis, bah, est-ce que je vais trouver un autre job? Sachant que tu vas devoir annoncer que tu es enceinte, période d'essai, etc., 3 mois, est-ce que tu as envie, au bout de 3 mois de ta période d'essai, de dire, ok, en fait, je suis enceinte? Bah, tu vois, c'est encore une fois quelque chose auquel les femmes sont confrontées. Ouais. Tu vois, j'ai une amie, ça lui est arrivé, elle a trouvé son CDI chez Chanel, elle était hyper contente, et elle essayait d'avoir un enfant depuis 3 ans. Et enfin, ça marche. Et elle venait d'avoir son CDI. Et elle m'a dit, mais j'ai trop peur de l'annoncer. Je suis encore en période d'essai. J'ai vraiment peur qu'on me dise, ben, ciao, quoi. Ouais. Et donc, les femmes vivent encore avec cette peur viscérale d'annoncer des grossesses dans des entreprises. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que le plan de base, c'était quand même d'avoir un enfant, d'être dans un confort, etc. Et finalement, bah, ça s'est pas passé comme ça. Et je me suis retrouvée à me dire, bon, bah, yallah, on y va. T'as 9 mois pour construire une boîte rentable. Et alors, du coup, c'est quoi la première brique? Qu'est-ce que tu te dis? En fait, donc, là, je suppose, tu vas me dire, mais je suppose que là, tu dis, bon, ok, vas-y, je crée un premier produit, une première offre, et j'essaie de la vendre. En fait, mine de rien, c'est ce que tu faisais depuis 4-5 ans. Donc, sauf que là, tu vas le faire pour toi, en fait. En fait, je me dis, mon Nina, donc j'arrive à l'école du recrutement, j'ai pas d'abonnés, je sors, j'ai 20 000, après j'ai 40 000, donc quand je démarre, j'ai à peu près 40 000 abonnés. T'as quand même une marque personnelle qui est hyper forte à l'époque. J'ai à peu près 40 000 abonnés sur LinkedIn, je me dis, bon, j'ai déjà une audience qui existe, tu sais quoi, on va appeler ces gens-là, on va leur demander ce qu'ils veulent. Et ça revient à ce que je disais au début. Je fais 30 appels et je demande à ces gens, hey, tu veux qu'on travaille ensemble? Et je m'attendais à ce qu'ils me disent, ben, je veux que tu crées des pages de vente, je veux que tu crées des newsletters, je veux que tu crées des posts. En fait, non, ils m'ont pas du tout dit ça. Ils m'ont dit, je veux que tu m'apprennes à le faire. Okay. Je veux pas que tu me donnes du poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. C'est ça qu'on aime. Et là, je me suis dit, wow, ok, trop bien. Et il se trouve que moi, ça faisait, du coup, plusieurs années que je bossais dans l'enseignement. J'ai développé une vraie pédagogie. Je pense que j'ai beaucoup enseigné, j'ai beaucoup transmis. Et je me dis, en plus de ça, je kiffe. Et c'est là où je développe mon premier produit, qui est 5 séances de coaching d'1 heure. Donc là, on est sur du coaching perso, là. Il n'y a pas de bootcamp, il n'y a pas de trucs comme ça et tout. One-on-one, individuel, vas-y, bon. Comment tu choisis comment tu choisis le pricing, etc. C'est quoi, en fait, là, le premier produit from scratch que tu crées comme ça? C'est un produit où je me dis 5 séances parce que je l'avais déjà vendu une fois ce produit quand j'étais salariée à ma première cliente qui était recruteuse et qui voulait apprendre le marketing et la vente. Et donc je l'avais déjà vendu un peu, tu vois, pas officiellement, mais bon, j'avais déjà bossé un peu sur un produit un peu comme ça. Et je m'étais dit, bon, 5 séances, j'avais fait un focus sur chaque séance. Chaque séance est un module, quoi, grosso modo. Chaque séance est un module, exactement. Chaque séance est un module. Et le prix, je me suis dit, à l'époque, je me suis dit, 990 euros. Ok, donc 1000 euros, grosso modo, 200 euros euros l'heure. Je me suis dit, 1000 euros, c'est bien. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et donc, je le vends une fois, mais en DM LinkedIn, quoi. Et là, je me dis, mais ok, en fait, ça s'est vendu très facilement. J'attends d'avoir un peu de satisfaction client, donc je fais 1 ou 2 en coaching comme ça. Je vois comment ça se passe, je vois que les clients sont hyper contents. J'augmente le prix, je passe à 1005. Je continue, j'en fais 2, 3, 4, les gens sont super contents. Mais là, en termes de distribution, tu es toujours en mode un peu soum soum ou tu commences à le mettre publiquement? Là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je fais toujours mes posts LinkedIn, mais je lance une newsletter. Et en fait, la newsletter, c'est vraiment le canal de vente. Moi, je ne vends jamais sur LinkedIn. Tu me vois pas trop parler de mes produits en disant « au fait, ça arrive, mais disons que c'est assez rare. » Ta newsletter, c'est ta LP, en fait. Ma newsletter, c'est vraiment l'endroit où je vais aller distribuer à fond mes produits. Toujours en 80-20. 80% d'amour, 20% d'argent. 80% du temps où je te donne du conseil gratuit, je te donne du love, et 20% du temps où je te vends des produits. Et c'est un peu le deal avec les gens, ils sont au courant, tu vois. Et c'est là où je commence à avoir une petite newsletter, 1000, 2000, 3000, 4000, aujourd'hui elle fait 15 000. Et en parallèle, c'est là où je trouve mes clients. Et donc j'augmente encore le prix.
Et au fur et à mesure, ce prix, aujourd'hui, je le vends plus, mais à la fin, il était à 3 000 euros. Donc j'ai vraiment fait la méthode en escalier, c'est-à-dire de se dire que je vais me rassurer, je vais augmenter mon prix au fur et à mesure, je vais revalider la preuve sociale, je vais revoir que les gens sont contents, et je vais augmenter au fur et à mesure, comme ça moi je me donne confiance, et je ne crée pas un énorme gap euh, qui pourrait faire que je ne vais pas pouvoir vendre et que j'arrive à un prix qui est trop haut. Donc là, tu vois, je trouvais que c'était bien, c'était un bon prix. Sauf que j'arrive à une limite, enfin deux limites. La première, c'est que j'ai plus de temps à vendre en coaching. C'est ça le problème avec le Donc, coaching. à un moment, je suis sur un palier où j'ai vendu toutes mes heures de coaching disponibles. Et la deuxième, c'est que j'ai un enfant qui arrive. C'est vrai qu'on va pas l'oublier celui-là. Donc voilà, je suis enceinte à ce moment-là, je dois être à 4-5 mois. Donc je me dis, ok, il va falloir commencer à se bouger. Et là, non, pas à 4-5 mois, à 4 mois, je me dis, ok, je sens que cette limite va arriver. Et donc, je me dis, ok, ce que je fais auprès d'une personne, au lieu de vendre 1 heure à une personne, je vais vendre 1 heure à 20 personnes. Et c'est là qu'est né le bootcamp. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en réalité, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas du tout l'expérience. C'est que 1 heure à une personne, en fait, c'est moins efficace que 1 heure à 20 personnes. Parce qu'il y a une énergie du groupe. Donc, il y a évidemment ce que je vais transmettre, ce que je vais enseigner. Mais aujourd'hui, le bootcamp, alors on en a fait 7 saisons, c'est un produit où elles interagissent énormément entre elles. Et donc, tu as une autre valeur qui est la valeur qui est créée par les autres personnes que je n'avais pas évaluées. Ouais, vont se donner de la force entre elles, etc. À la base, Parce qu'on est d'accord, tu n'as que des femmes ou tu peux avoir aussi des hommes qui prennent... sur le bootcamp, j'ai que des femmes. Ok. C'est un produit en non-mixité, on en rediscutera après de pourquoi si tu veux. Avec Mais plaisir. le bootcamp, c'est aider les femmes à prendre la parole. Ah oui, donc en fait, c'est quand même dans la baseline, en fait. Donc, Ouais, j'aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn. Parce que quand tu es une femme, tu as le syndrome de l'imposteur. Parce que LinkedIn est quand même monopolisé, qu'on s'en rende compte ou pas, par une certaine catégorie de personnes, majoritairement des hommes, ceux qui ont le plus de facilité à occuper l'espace. À l'école, tu vois, le terrain de foot, il prend toute la place, et puis les filles, elles sont dans un coin en train de jouer à la corde à sauter, tu vois. Donc on n'a pas le même rapport déjà quand on est petit à l'espace qu'on va occuper, l'espace public. Et LinkedIn est un espace public, tu vois. Clairement. Digital, certes, réseau social, mais... Tu as des stats d'ailleurs là-dessus parce que aujourd'hui, si je sais pas si tu prends le top 100 des gens qui ont les plus grosses audiences sur LinkedIn, c'est quoi la part d'hommes et de femmes? Ouais, j'ai le top 10 de l'époque, il y avait 2 femmes, Toi et Caroline Caro. Mignot et... Caro qui sera à ta place dans 1 heure et demie là. Exactement, que tu reçois tout à l'heure. Donc c'est sur ce constat-là que je me suis rendu compte qu'il fallait créer quelque chose dédié particulièrement aux femmes. Et forcément, moi j'avais aussi cette vocation, cette envie, cette volonté de me dire qu'on est quand même encore payé 24% de moins que les hommes et donc que c'est pas possible. Donc je me dis, si tu rends les femmes visibles, tu leur donnes de l'opportunité. Tu leur donnes un super pouvoir, comme tu disais Tu tout à leur l'heure. donnes l'opportunité d'avoir des... Enfin, tu leur donnes la parole, tu leur donnes aussi de la visibilité. En ayant de la visibilité, tu as des opportunités. En ayant des opportunités, tu as de l'argent, que ce soit des opportunités de carrière, que ce soit des opportunités de business. Tu vois, moi, si j'avais pas publié autant sur LinkedIn, probablement que j'aurais pas le business, j'aurais pas fait la croissance que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2 ans, j'ai créé une boîte où je bosse avec 12 personnes. Enfin, tu vois, qui est en croissance. Et je pense que c'est majoritairement lié au fait que je réussis à maîtriser l'exposition. Et deuxièmement, en fait, tu leur donnes aussi confiance en elles, c'est des armes, c'est du, tu vois, c'est aussi un état d'esprit de te dire, je suis légitime à prendre la parole. Clairement. Voilà. Donc ça, c'était sur le bootcamp. Donc ça m'a permis d'allier un peu ma vision du monde, en fait, finalement, qui est un monde dans lequel on serait également représenté sur des fonctions d'expertise. Tu vois, c'est pas juste prendre la parole sur je sais pas, du shopping ou du maquillage, c'est vraiment prendre la parole sur mon expertise. Et à la fois, aussi ce que je savais faire. Donc mettre un peu mes compétences au service de ma vision du monde. Bref, donc comme ça, le bootcamp commence à se créer. On fait une première promo. Pareil, prix d'essai, pifomètre, 650 €, on verra bien. Ça marche trop bien. C'est rempli en quelques heures. La deuxième promo, pareil, quelques heures, j'avais augmenté le prix, j'ai augmenté le prix. Et en même temps, j'ai augmenté la qualité du produit. Of course. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui augmentent le prix. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être facilement tenté d'augmenter le prix en se disant, vas-y, j'augmente le prix, sans augmenter forcément la qualité du produit. Aujourd'hui, tu vois, le bootcamp, il y a 6 personnes qui bossent dessus, quasiment à plein temps. C'est quoi donc seulement des près... freelances du coup, des VA, c'est quel type de personnes qui travaillent avec toi là, du coup là-dessus? Ouais, j'ai ma directrice des opérations qui s'appelle Élise. Élise Murigneux. Il y a 4 coachs. Et il y a une costumer care, quelqu'un qui est responsable du suivi client. Il y a moi.
Et il y a une designeuse aussi. Parce qu'aujourd'hui, donc là, tu parlais de la Customer Care, c'est parce que du coup, au fur et à mesure de toutes les apprenantes que tu as eues, je sais pas, il y en a eu combien Là, à ce jour? à ce jour, il y en a 150 et 2024, on projette 200. Et du coup, je suppose qu'avec ces 150, est-ce que du coup, il y a un endroit, je sais pas, que ça peut être un Discord, un Slack, un WhatsApp ou autre, où vous êtes toutes réunies pour vous envoyer de la force entre vous, etc. C'est quelque chose que tu as fait ou pas du tout? Ouais, il y a une partie où il y a ça. C'est pas la majorité du bootcamp, mais ouais, il y a une partie où il y a ça. Où, en fait, ce qui se passe, dans le WhatsApp, ce qui se passe, c'est assez marrant. C'est surtout des conversations où elles vont partager leurs peurs, partager leurs craintes. Et c'est marrant parce que elles vont se répondre entre elles. Et ça va créer un groupe. Et ce groupe fait que c'est des relations qui durent sur le long terme. Il y a deux personnes, Manon et Bérangère, qui ont créé un produit ensemble. Il y a des personnes qui se sont fait de l'apport d'affaires. Il y a des personnes qui sont devenues clientes. Il y a Mounia, elle m'a dit, mais Nina, j'ai rentabilisé ton bootcamp en une session. J'ai eu 4 clientes en fait dans le bootcamp parce que c'est un peu mes cibles aussi. Pareil, Émilie, elle a eu des clientes dans le bootcamp. À l'inverse, tu peux avoir de l'apport d'affaires. Donc si tu veux, LinkedIn n'est qu'un prétexte à créer un terreau fertile d'échanges et de business. Et de créer du coup des communautés. Et du coup, de créer des communautés. C'est ça que moi, c'est ça aussi qui m'intéressait beaucoup en t'invitant aujourd'hui, c'est que on parle de communauté. Donc moi, pareil, hein, je suis un grand fan de la création de communauté par rapport à tout ce que ça peut t'apporter. Et encore une fois, pas qu'en termes de business, en termes de mindset, en termes d'entertainment, en termes de plein de choses, etc. Toi, dans ton cas, j'ai même pas envie d'utiliser le mot communauté. On peut presque parler d'un mouvement. Parce que c'est ça qu'on en parlait au début, on parlait un peu vaguement là, de féminisme, même de féminisme engagé, etc. Et du coup, toi, avec une brand qui est assez sympa, qui est Ramène ta fraise, du coup, tu reprends ton nom de famille, je suppose que c'est quoi? C'est une vanne d'école qui que tu as dû entendre toute ta life et qui a été reprise pour la marque. Ah, c'est pas moi qui ai choisi le nom. Alors, comment le nom est arrivé sur la table? C'était en live, je faisais un live et puis il y avait 800 participantes. C'était le fameux live où je m'étais rendu compte qu'il y avait que 2 femmes dans le top 10 LinkedIn. À l'époque, ouais. À l'époque. Et je me suis dit, ok, on peut pas laisser les choses comme ça. Donc j'ai créé un live et j'ai dit, toutes les femmes qui veulent venir, je vous mets à disposition tout mon savoir. Et donc il y avait à peu près 800 personnes. Et dans ce live-là, il y a les filles qui se sont dit, on devrait s'organiser, faire un groupe. Pour s'aider, pour se partager des astuces, etc. Pour continuer ce qui se passe en fait dans ce live. Ce qui s'est passé dans ce live était tellement magique qu'elles avaient envie de le continuer. Il fallait trouver un nom à ce groupe. Et il y en a une d'entre elles qui a proposé Ramène ta fraise. Et donc j'avais 2 choix. Soit refuser cette vanne de la cour de récré qu'on m'a fait toute ma vie et dire non mais attends, ok ça s'appelle comme ça mais moi je me rattache pas à ça. Ou accepter ce que ton audience et ce que les gens ont créé et l'embrasser. Et te dire, c'est ok, c'est peut-être pas le nom que moi j'aurais choisi, mais c'est le nom qu'elles ont choisi. Et cette communauté, c'est ça une communauté, c'est qu'elle t'appartient pas, toi t'es juste représentant de cette communauté. Moi c'est pas ma communauté, je suis membre de cette communauté, je représente cette communauté, mais c'est pas ma communauté en réalité. Ouais. Tu vois. Et donc j'ai choisi de respecter leur choix à elles et de dire, ok, va pour Ramène ta fraise. Et aujourd'hui, j'ai créé la boîte qui s'appelle Ramène ta fraise. Ouais. Et ce truc, c'est perpétué. Et tu vois, je pense que rien que le choix du nom, il veut dire beaucoup sur comment tu crées une communauté, tu vois. Clairement. C'est que moi, je me suis pas dit, ok, je vais arriver, c'est pas la dictature, tu vois. C'est un peu la démocratie, c'est beaucoup écouter les gens, c'est essayer de comprendre leurs besoins, leurs attentes. Et de la même manière qu'on a choisi un nom, aujourd'hui, on anime cette communauté aussi en écoutant énormément ce qui s'y passe. Ok, et en plus, moi, je vois souvent des posts passer, donc en plus avec ce fameux hashtag Ramène ta fraise, avec du coup cet emoji fraise qu'on voit de plus en plus dans des posts de femmes. Donc là, c'est quoi? C'est en coulisses, tu leur donnes, enfin, vous faites des défis ou des choses comme ça, des challenges? Comment ça se passe? Comment tu l'animes, cette communauté au jour le jour? Ouais, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Le hashtag Ramène ta fraise, ce jour-là, quand il a été créé, c'est pas moi qui l'ai créé, en fait, c'est elles qui l'ont créé. Et je leur donne beaucoup de pouvoir, finalement. C'est elles qui décident ce qu'elles ont envie de faire, comment elles ont envie de le faire. Tu vois, il y a 3 mois, j'ai lancé un challenge. C'était challenge un post par jour pendant 5 jours. Ah, c'est ça que j'ai dû voir, je pense. Ouais, c'est ça que tu as dû voir. Et donc, il y avait 2000 femmes qui étaient organisées en mini-groupes de 50 personnes, tu vois. Et elles se sont auto-organisées.
Et tu vois, elles se sont auto-organisées. Donc, il y en a qui ont créé des pages sur lesquelles il y avait des ressources. Il y en a qui ont créé un podcast. Il y en a qui ont créé une vidéo pour le challenge, pour aider les autres, pour donner des ressources aux autres, mais aussi pour mettre en avant d'autres personnes qui seraient complémentaires à ce qu'elles font. Et ça, bah, c'est un truc qui m'a complètement dépassée. Donc, moi, si tu veux, le rôle que je peux avoir dans cette communauté, il est de fédérer, il est de donner une direction. Mais après, et la direction que je donne, c'est quoi? C'est les grandes valeurs de Ramène ta fraise qui sont la sororité. Je pense que le fait d'être en non-mixité, ça joue énormément. Bah, clairement, c'est sûr. Et d'ailleurs, tu vois, je regardais une étude qui a été faite sur 10 enfants de 10 ans qu'on laisse dans une maison. Dans un cas, il y a 10 garçons et dans l'autre cas, il y a 10 filles. Et la communauté s'organise totalement différemment. Au bout de 2 heures, chez les mecs, c'est le bordel, les murs sont repeints de peinture, etc. Et en fait, il y a un des mecs qui se retrouve être victime, qui se fait taper, etc., qui est horrible. Et chez les filles, ça s'organise totalement différemment. Elles font une liste de courses, elles cuisinent, alors que les autres bouffent que des conneries, etc. Et donc, il y a cette étude qui est faite. Alors, c'est pas pour dire que les filles sont mieux que les garçons, mais je pense qu'on est davantage aussi éduqués à être dans le care et dans le fait de prendre soin des autres, etc. Enfin, on est vraiment éduqués comme ça, bien ou pas bien, c'est pas sûr. Mais en tout cas, le fait d'être dans cet environnement-là fait que elle s'auto-organise. Et il y a une capacité d'auto-organisation dans Ramène ta fraise qui est énorme. Et donc une capacité d'accomplir des grandes choses. Donc ce qui s'accomplit dans Ramène ta fraise, c'est pas moi qui l'accomplis en réalité. Moi, je fais une partie des choses, mais il y a quand même une énorme partie qui est auto-organisée. Et il y a une partie évidemment qui est faite par l'équipe. Mais l'ampleur du mouvement, elle est permise par les personnes qui sont dedans. Et okay. Aujourd'hui, c'est 4000 personnes dans le groupe, tu vois. 4000, ok. Donc tu vois, c'est vraiment la profondeur, elle est permise par ça. Et l'animation de la communauté, elle réside dans le fait de poser des valeurs. Donc je te disais, il y a la sororité, donc le soutien indéfectible les unes envers les autres. Si t'es pas d'accord avec elle, va lui dire en privé, mais va pas la tracher sur son poste. Mais ça, c'est des choses qui sont, tu vois, qui sont claires. Il y a Excelsior, 1% meilleur chaque jour. Le but, c'est pas d'être meilleur que les autres. Le but, c'est d'être 1% meilleur que soi-même la veille. Et il y a l'engagement. C'est le principe de l'auberge espagnole. C'est-à-dire que tu donnes tu retrouves ce que tu mets. Donc plus tu vas donner à la communauté, plus la communauté te le rendra. C'est un peu pay it forward, tu sais. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est un peu ça le délire. Alright, et du coup, c'est quoi, toi, ton ambition et ta vision pour cette communauté-là? Je vais pas te dire dans 10 ans ou quoi, mais même là, pour 2024, etc. Tu sais, on va parler même que de ça, sur les 12-15 prochains mois. C'est quoi ton ambition et ta vision de cette communauté? Est-ce que c'est une communauté que tu veux justement continuer à laisser un peu s'auto-gérer, donc du coup, elle va s'auto-alimenter, etc. Ou est-ce que du coup, tu as d'autres visions, d'autres même d'idées, encore une fois, d'en tirer aussi un business en fait de cette communauté ou pas du tout? C'est quoi un peu tes projets là-dessus? Ouais, dans 10 ans, Ramène ta fraise, c'est un immeuble avec 100 femmes qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, la vision, elle est très claire. C'est un immeuble, pourquoi? Parce que c'est un endroit, c'est un espace à nous, à soi, dans lequel on peut en fait, s'apporter mutuellement, les unes et les autres. Chacune a des compétences différentes. Tu vois, quand je pense à Manon et à Bérangère qui sont associées, Manon, elle est designeuse, Bérangère, elle est copywriteuse, tu vois. Donc ça fait des trop bonnes associations et des choses qui sont géniales. Donc, tu vois, en fait, j'ai envie de continuer ça. Probablement qu'aujourd'hui, prendre la parole sur LinkedIn, c'est une des manières d'y arriver. Mais peut-être que demain, en fait, on développerait d'autres verticales. Et le but de Ramène ta fraise, c'est d'être un peu l'école des femmes, des entrepreneuses badass. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant parce que en fait, la baseline de base, c'était aider X milliers de femmes à prendre la parole en public. Mais ça, en fait, du coup, c'est presque une première étape parce qu'après, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est avoir un immeuble avec 100 femmes qui font 1 million d'euros par an. Donc, en fait, la vision finale, c'est les aider, bien sûr, à prendre la parole parce que c'est un outil pour, en fait, pour entreprendre et pour faire du business et pour se développer. Mais en fait, la vision finale, c'est l'entrepreneuriat au féminin et la réussite entrepreneuriale au féminin. Ouais, parce que c'est comme ça qu'on va faire du chiffre d'affaires, c'est comme ça qu'on va faire de l'argent et que le pouvoir et la place dans la société, elle passe aussi par ça, en fait. Aujourd'hui, aujourd'hui, la dépendance financière des femmes,
des femmes, elles passent aussi par le fait qu'on est moins payé, enfin la dépendance de manière générale passe aussi, l'indépendance passe aussi par l'émancipation financière, mais la dépendance aussi, à l'inverse, elle passe par le fait que c'est facile de dire quitte ton mec quand tu es dans un appart avec 2 enfants et que tu gagnes quand même la moitié de ce que lui gagne, tu vois. Enfin, tu vois, l'indépendance, c'est un des leviers pour moi qui permettrait de résoudre pas mal de problèmes. J'aurais pu faire de la politique, tu vois, tu me disais tout à l'heure, c'est militant. J'aurais pu faire de la politique, mais c'est pas du tout mon délire. À la place, j'ai décidé juste de mettre mon expertise au service de ça. Et clairement, avoir des business, LinkedIn, c'est une étape. Mais en fait, LinkedIn, demain, ça pourrait être un autre outil. Tu vois, si tu veux, ça se trouve, LinkedIn va mourir demain. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est clair. Donc, tu vois, tu peux pas. On sera en PLS pendant 24 heures, je pense, mais après, il faudra trouver une autre solution. On créera un autre réseau. Mais tu vois, pour moi, d'ailleurs, je dis beaucoup, ne dépendez pas de LinkedIn. Donc, avoir une newsletter, c'est notre étape. Savoir faire des bonnes pages de vente aussi, c'est notre étape. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on enseigne aussi, qui sont une partie un peu moins visible. Une fois que tu es dans le bootcamp, après, tu as un peu accès à d'autres modules. Mais ouais, l'idée, c'est de les outiller sur tous les aspects. Ok, très bien. Donc ça que là, du coup, on a beaucoup aussi parlé donc, là, de la communauté que tu as créée, etc. Et si on revient à ton propre business, donc à Ramène ta fraise SAS, c'est ça, c'est une SAS que tu as montée? C'est ça, ouais, c'est une SASU. C'est quoi un peu, les chiffres en 2023? C'est quoi tes ambitions pour 2024? Et du coup, qu'est-ce que tu comptes faire pour atteindre ces objectifs-là, justement? Ouais, alors 2022, donc on a fait. Alors ça dépend parce qu'il y a le chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires encaissé, facturé, enfin voilà. Oui, en gros, de toute façon, le chiffre d'affaires et la marge, quoi. Enfin, voilà, c'est toujours. C'est les deux données que tu peux donner. Et puis, en fait, c'est pas donner la donnée pour elle-même, c'est plus en fait expliquer en fait quelle est un peu l'évolution et comment tu fais pour à chaque fois essayer de niquer les plafonds, en fait, grosso modo. Ouais, c'est ça. Pour te donner une idée, là je pense que sur l'année 2, on va faire x2. Donc l'année prochaine, on vise 700 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on aimerait faire en 2024. Ce qui commence à être assez costaud. Ouais, et 2023, je pense qu'on va faire 400. Ouais, donc voilà. Ce qui est un très bon chiffre en fait j'allais dire pour des solopreneuses, solopreneurs, etc. C'est encore presque un peu ce que tu es, etc. Même si là, tu es en train de rentrer dans un autre paradigme. Et c'est quoi un peu ta stratégie, là, si on veut un peu rentrer dans le détail vraiment business, c'est quoi ta stratégie justement pour passer de 400 à 700, ce qui n'est pas anodin, ce qui est carrément presque un x2, surtout encore une fois, quand on est une boîte, alors même de 1, 2, 3 ou 4 personnes, c'est que on dit souvent, les 400 premiers 1000 euros, ils sont quand même bien plus faciles à faire que les 400 000 d'après. Ouais. Donc c'est quoi ta stratégie à toi pour essayer justement de dépasser ce plafond et atteindre cet objectif? J'ai énormément structuré la boîte. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'intérieur à quel point c'est structuré, de l'extérieur à quel point à l'intérieur c'est structuré. J'ai apporté énormément de structure à la boîte. Au début, c'était Nina qui était un peu, qui était au four et au moulin. Il y avait Élise qui m'a rejoint très rapidement. Quand j'ai lancé la première promo du bootcamp, j'ai proposé à Élise, la même Élise, qui a choisi le nom Ramène ta fraise, etc. Elle est importante, Élise. Tu vois, elle est importante et là, elle va passer associée de la boîte. Donc, elle est d'autant plus importante. Donc, la stratégie, là, sur l'année prochaine, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'on a structuré la livraison, la partie livraison. Donc, ce que j'appelle la livraison, c'est le bootcamp. La livraison du bootcamp, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de délivrer une promo de bonne qualité, de femmes qui recommandent, donc efficace, que les femmes soient contentes et qu'elles recommandent. Donc c'est ça, en fait, le KPI de la livraison. Et c'est le NPS, quoi. Ça, c'est Élise qui est responsable de ça. Donc elle est directrice des opérations. On a fait plusieurs choses. Donc déjà, on avait une promo de 25. Aujourd'hui, on est capable de prendre le nombre de personnes qu'on veut. On a développé un système qui permet à la fois d'avoir une entité qui soit assez petite pour que chacune se sente bien et en même temps pouvoir augmenter la taille de la promo. Donc ça reste quelque chose où en termes de ressenti et d'expérience, elles sont dans des petits groupes, elles ont du suivi individuel, etc. Mais en termes business, nous, on a réussi à trouver une certaine scalabilité, notamment en travaillant avec des coachs. Donc on a un processus d'onboarding et un peu de certification de coach. C'est-à-dire que demain, moi, je recrute des coachs que j'estime être qualifiés. Elles viennent chez Ramène ta fraise, elles suivent une formation Ramène ta fraise et elles sont capables de délivrer une partie du bootcamp Ramène ta fraise. Moi, je reste là. Donc, j'ai encore une partie où je suis présente dans la livraison. On a encore accès à moi. Les participantes ont encore mon numéro de téléphone. Enfin, tu vois, je reste présente. Mais c'est plus toi qui délivre. C'est plus toi qui délivre les ou tous les coachings, en fait. C'est ça.
Donc la formation, la pédagogie a été pensée, c'est la pédagogie Ramène ta fraise. Donc elle a été pensée par moi, elle est exécutée en grande partie par moi parce qu'il y a des vidéos et il y a des rendus tous les jours, des exercices. Donc il y a des vidéos de toi quand même qui sont enregistrées, donc ils peuvent regarder en asynchrone. C'est moi qui fais les exercices, c'est moi qui fais la pédagogie. Enfin vraiment, il y a une vraie pédagogie Ramène ta fraise qui est implémentée par moi. Et les coachs, leur rôle, c'est de faire appliquer cette pédagogie. Donc elles sont extrêmement bien briefées sur la pédagogie et elles savent l'implémenter et aider la personne à la prendre par la main et à lui dire « Viens, on va faire ensemble, viens, on va sauter ensemble, il y a dépasser des peurs. » Et il y a vraiment, elles sont formées et briefées pour appliquer ça. Tu vois. Voilà. Juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'un des conseils que tu donnes en fait, pour justement passer ce palier, parce que c'est vrai que 300, 400 000 euros quand tu es solopreneur, etc., qui sont déjà des chiffres assez exceptionnels, etc., que tout le monde n'arrive pas à avoir. C'est pas à chaque coin de rue que tu peux trouver ce type de chiffres. Mais si on veut aller encore plus loin, c'est-à-dire que toi, en fait, ta stratégie, justement, et là, tu l'as pas mal répété, je sais pas si c'était conscient ou inconscient, c'est que de plus en plus, la marque, c'est Ramène ta fraise et ce n'est plus Nina Ramène, en fait. Parce qu'en fait, si on mise tout sur sa marque personnelle, sur sa propre brand et sur soi-même, en fait, encore une fois, en termes de brand, en termes d'image, en termes de temps, en fait, forcément, à un moment donné, on a un plafond, parce qu'à un moment donné, on peut pas facturer 3 000 euros de l'heure, quoi, tu vois. Et puis les gens t'achètent toi, en fait. Le problème, c'est que si toi, tu te mets trop en avant, les gens, ils veulent que Hugo. Donc toi, tu vas vendre ton produit et les gens, ils vont vouloir Hugo devant eux, tu vois. Et c'est ça le problème. Et oui, c'est bien, mais déjà, c'est pas scalable. Au bout d'un moment, il y a une limite. Tu peux pas, il y a une limite. Et deuxième chose, il t'arrive quelque chose, il se passe quoi, en fait. Donc moi aujourd'hui, je suis en train de stabiliser la marque Nina Ramène et par contre de faire augmenter la marque Ramène ta fraise. Au travers de quoi? Comme on l'a dit, au travers de la communauté, au travers d'un rebranding. Donc on a revu notre logo, on a revu nos couleurs, on a vu notre charte graphique, alors que c'est des choses qu'on faisait pas du tout avant parce que quand tu es solo, tu vas pas du tout faire un logo, enfin c'est pas du tout ta priorité. Oui, parce que ta marque c'est ta profil pike en fait, quoi, tu vois. Voilà. Donc là moi j'ai pour objectif de faire grandir la brand Ramène ta fraise. Donc ça c'est un premier level. Tu m'as demandé c'est quoi tes leviers pour passer pour faire x2. Donc le premier levier c'est la standardisation du produit. Et le fait d'avoir explicité une pédagogie, une structure, si tu veux, à chaque bootcamp, il faut appuyer sur dupliquer. Maintenant, toutes les tâches sont faites, il y a des projets, les tâches sont faites, chacun sait ce qu'il a à faire, tu attribues les tâches, et c'est bon, quoi. Le bootcamp, il faut juste le dupliquer, parce qu'on a suffisamment travaillé sur cette édition, on a suffisamment amélioré pour aujourd'hui. Alors évidemment, on réaméliore à chaque fois, mais si tu veux, la standardisation du bootcamp est telle qu'on a une vélocité de mise en place du bootcamp qui est hors du commun. Et c'est ça, et en fait, à partir du moment où tu as des coachs certifiés, donc ça c'est quand même des problématiques, c'est peut-être la chose la moins évidente parce que du coup il faut recruter, former et conserver du coup les bons ou les bonnes coachs. Ça va être que des femmes ou ça peut être des hommes aussi? C'est que des femmes. Ça va être que des femmes, on va dire. Mais avant ça, il y a eu la structuration. Tu vois, en fait, tu peux recruter des gens, mais si la personne... c'est un peu genre au pif et elle fait sa propre magie, tu rends Non, elle va respecter une pédagogie. En fait, voilà, comme un prof de maths, il respecte le programme de maths de l'éducation nationale, quoi. Voilà, alors qu'avant, en fait, ça c'est un truc que j'ai appris, c'est vraiment un de mes derniers apprentissages, c'est que les premières personnes que j'ai recrutées pour m'accompagner, c'est des personnes genre, allez, viens dans le bateau, fais ta magie, et puis en fait, c'est au feeling. Ouais. Et le truc, c'est que tu rends juste dépendant ton produit d'une autre personne et en plus cette personne c'est pas sa boîte, donc elle peut partir, etc. Même si toi tu essaies de la retenir, c'est pas sa boîte, quoi. Donc c'est là où en fait c'est important de développer sa marque, sa pédagogie, etc. Comme il existe, tu sais, la boutithérapie. Alors ça n'a rien à voir. La quoi? La boutithérapie. C'est du twerk. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, en gros, c'est du twerk. Ouais. Et la nana qui a créé ça, elle a créé sa brand. Je crois que je la connais. Comment elle s'appelle? C'est Dorothée, non? Non, Dorothée, elle fait partie de la boutithérapie. C'est ça, oui. Dorothée, elle fait partie de la boutithérapie. C'est une des coachs de la boutithérapie. Alors, le principe, pour ceux qui nous écoutent, en gros, c'est une personne qui a développé sa pédagogie qui s'appelle la boutithérapie. Donc, c'est la thérapie par le bassin, par le fait de bouger ses fesses, quoi, en gros. Elle a des coachs qui enseignent ça et qui payent des royalties, etc. Donc, elle a fait ce format-là, mais elle, ce qu'elle enseigne, elle a sa pédagogie et c'est estampillé. C'est un peu le principe de la franchise, pour le coup. Moi, c'est comme le mec qui avait franchisé la Zumba, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, donc, en fait, à partir du moment où ces business models-là, tu vois, à partir du moment où tu les as compris,
En fait, tu as compris une chose, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils ont réussi à expliciter leur pédagogie, à développer une marque qui est un peu le certificat et le tampon de la qualité de ce qu'ils font. Et en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire quelque chose de légendaire. Et c'est ça que je veux dire, c'est pour ça que moi, je suis passée de solo à entreprise, c'est que je me suis rendu compte que solo, de toute façon, je pouvais avoir un impact sur un nombre limité de personnes. C'est ça en fait qu'il faut voir. C'est pas le but, c'est pas de m'enrichir parce qu'en fait, c'est la marge que je vais faire là en faisant x2 en chiffre d'affaires. Elle est pas exponentielle. Ton pourcentage de marge, il va baisser, mais ta marge en valeur, quand même, va augmenter, forcément. C'est exactement ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que le moteur pour passer de solo, ce que j'appelle de solo à CEO, le moteur, c'est aussi, ok, je vais faire quelque chose de plus grand. Je vais faire quelque chose qui va avoir plus d'impact. Je vais faire quelque chose qui va exister sans moi. Je vais faire quelque chose qui me dépasse. C'est plus Nina, sa gueule, sa vie, son œuvre. C'est, ok, quel message? C'est accepter d'avoir un message qui te dépasse toi. Et aujourd'hui, moi, je me trouve... Enfin, j'ai plus envie que les gens reconnaissent Nina. Je trouve que ce qui est plus important avant Nina, c'est le message que je veux faire passer. C'est l'ambition d'aider 1 million de femmes à construire des business à plus d'1 million, etc., etc. Et donc ça, tu vois, ça a été un changement de paradigme récent, mais important. Mais qui a été un peu long, parce que moi, je me rappelle que nous on se connaît depuis peut-être un peu moins d'1 an. Et je me rappelle que quand on discutait, on avait le même type de discussion il y a 1 an ou même il y a 6 mois. Tu m'aurais pas donné ce discours avec autant d'aplomb. Ouais. T'étais vraiment en mode, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis bien là, j'y reste? Ou est-ce que je vais au-delà, en fait? Et c'est le plus dur, en fait, dans l'entrepreneuriat, dans le chemin, ça a été de savoir ce que je veux. En fait, ça a été vraiment de... Parce que les deux modèles ont des avantages et des inconvénients. Enfin, tu vois, les deux modèles sont... Il y a probablement plus de liberté dans le solopreneuriat. Mais moi, ma valeur principale, c'est pas la liberté. C'est intéressant, ça. J'ai un enfant, je vis à Paris, j'ai un mec qui est en CDI. Enfin, tu vois, la liberté, à partir de ce moment-là, elle est assez restreinte dans le sens où je suis pas éprise de liberté. J'ai pas besoin de changer tout le temps et tout. Alors qu'on pourrait le penser, parce que tout le monde te promet la liberté, c'est trop bien, faut que tu sois libre, machin. Moi, la liberté au sens pouvoir prendre mes clics et mes claques et me casser. Par contre, c'est quoi tes 3 piliers, toi? Par contre, mon besoin d'appartenance, il est beaucoup plus grand. Ton besoin d'appartenance. Ok, d'appartenance. Mon besoin d'appartenance, l'égalité, tu vois, le besoin de, tu vois, liberté, égalité. Moi, je mets l'égalité en premier, tu vois. Donc déjà rien que ça te fixe un peu, ce que tu peux et veux devenir. Mais ça a été un travail sur moi, et c'est là où tu vois que la croissance de l'entreprise, elle passe avant tout par la croissance de l'entrepreneur. Si toi, tu te connais bien en tant qu'entrepreneur, si toi, tu sais que le plus important pour toi, c'est de savoir que tu peux réduire tes charges à 0 du jour au lendemain pour te sentir libre, ça va potentiellement te créer un business model différent du mien, où je sais que j'ai des charges fixes tous les mois, que j'ai un bureau, que j'ai des salaires à payer, que j'ai des freelances à payer. Et que tu as des équipes, donc tu as des one-to-one, que tu as des échanges, que tu as de la charge mentale et je kiffe et c'est trop bien. Tu vois, on voit sur LinkedIn, je veux pas de réunion et tout, mais moi, les moments où j'échange, tu vois, je fais tous les jours, je note ce qui m'a pris l'énergie, ce qui m'a donné de l'énergie dans ma journée. Et à chaque fois, je parle à mes équipes, ça me donne mes équipes, aux personnes qui bossent avec qui je bosse, ça me donne de l'énergie, quoi. Donc tout ça pour dire que le changement de paradigme, pour en revenir à ta question de comment scaler, pour moi, il y a la première chose, il y a la structure. Aujourd'hui, sur Notion, on a un bouton, on appuie, on duplique le bootcamp, le process, il est dupliqué. C'est-à-dire qu'il y a une to-do sur chaque truc. Donc to-do, comment tu prépares un live, envoyer des mails aux filles, envoyer l'email 1, envoyer l'email 2, envoyer l'email 3, il y a des templates. Enfin, tout est processisé à mort. Donc ça, c'est une première chose. Processé, patterné, templaté. Deuxième chose, le recrutement. Oui. Donc comment tu crées un process de recrutement, comment tu crées tes critères de recrutement. Je me suis pété la gueule là-dessus salement, et t'aimes pas te péter la gueule là-dessus parce que c'est pas que de l'argent, c'est aussi des humains, donc c'est pas du tout le truc sur lequel t'as envie de te casser la gueule. C'est sûrement l'exercice le plus difficile de l'entrepreneuriat. Voilà, franchement, tu peux pas dire ok, c'est le coût de l'apprentissage, c'est X euros. Là, tu vois, c'est des humains, et donc c'est pas du tout le même la même configuration. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, recrutement, structure. Et la troisième chose, je dirais que tout ça me permet, moi, de me libérer du temps. Donc la partie produit, moi, je m'en occupe plus. Enfin, c'est Edis qui est responsable de ça, de recruter les freelances, de recruter, on le fait à deux, mais de s'assurer de la qualité du livrable. Et moi, j'ai la casquette de market-vente. Et le fait que je sois libérée de mon temps sur le produit fait que sur la partie market-vente, en fait, là, je pensais pas, mais j'ai doublé la taille de la promo en termes de vente. Parce que tu y passes plus de temps. Parce que j'y passe plus de temps, parce que j'ai un marketing efficace, parce que je suis plus en train de me poser la question, ok, est-ce qu'on a répondu à telle apprenante, etc. Je sais que c'est géré. Évidemment, j'interviens
On m'appelle, Élise, elle m'appelle quand il faut faire des one-to-one avec des filles. Elle me dit, là, tu vas faire des lives. C'est dans mon agenda, mais c'est plus dans ma charge mentale. Donc, c'est dans ma to-do, mais c'est plus dans ma charge mentale. Et ça a changé ma vie. Donc là, je suis sur le marketing et la vente et je vais recruter quelqu'un qui va pouvoir m'aider sur cette partie-là. Et moi, je vais être responsable, qui sera probablement l'équivalent d'Élise. Donc là, tu as Élise sur la partie livraison, la personne qui sera l'équivalent d'Élise, donc qui sera la CMO sur la partie market-vente. Et moi, je pourrais enfin incarner mon rôle de CEO. Donc, tu vois, ça, c'est un peu ce qui va se passer en 2024. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est responsable de la livraison, tu as quelqu'un qui est responsable sur le market et la vente. Et moi, mon rôle de CEO, demain, dans fin de l'année prochaine, si on se reparle, on ouvrirait le champagne si je te dis, OK, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de porter la vision, c'est d'incarner, comme là, ce qu'on fait, le message de la boîte, et c'est de fédérer l'équipe qu'on a déjà et la communauté. Ce que tu viens d'écrire, c'est la fiche de poste du CEO, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, donc tu me disais, mes perspectives, c'est quoi? C'est d'arriver à progressivement me remplacer sur les différents postes pour incarner enfin ce rôle-là. Et et donc, si on prend horizon 5 ans, probablement que Élise sera devenue CEO, qu'on aura pris quelqu'un sur la livraison et que moi, en fait, je serai investisseuse et que en fait, je créerai un autre truc, peut-être un autre produit, un autre bootcamp. D'autres choses pour les femmes, quoi. D'autres choses pour les femmes, voilà, tu vois. Et ça demande quoi? Ça demande d'être OK, de prendre des gens qui vont faire les choses à ta place, d'investir dans des relations avec eux, de faire progresser. Et c'est là où, en fait, je pense que tu deviens aussi davantage entrepreneuse que solo, tu vois. Enfin, c'est pour ça que je me reconnais plus dans la définition de solo. Mais on sent que tu as bossé, on sent que tu as potassé ta vision. Et du coup, en fait, tu as potassé, du coup, t'as vraiment... on sent que il y a eu du jus de cerveau, en fait, qui a été mis sur papier, etc. Et que du coup, tu as vachement évolué là-dessus. C'est vrai que si on peut redonner un petit peu le pattern pour scaler, c'est donc structuré, tout templaté, tout automatisé. Enfin voilà, pour l'image, c'était on appuie sur un bouton, bim, ça se duplique, etc. Recruter, déléguer, former. Donc ça, c'est quand même le bon triptyque. Et il y a une troisième chose qui m'intéresse. Tu as parlé d'association. Oui. De base, en fait, tu étais tout seul, c'était ton produit, c'est ta marque, c'était tes bootcamps, ta communauté, etc. Et du coup, encore une fois, dans ce qui peut être dit dans un podcast, comment ça arrivé sur le papier, cette rencontre avec, du coup, Élise, c'est ça? Ouais. Cette rencontre qui est, peut-être vous avez commencé par collaborer, finalement, vous vous associez. Comment... Pareil, je suppose, te connaissant un peu, que ça n'a pas été un processus qui a été fait sur un coup de tête. C'est un processus qui a duré quoi, plusieurs mois, années? On est encore en train de... Parce que il a fallu valoriser la boîte pour valoriser les parts. Enfin, c'est encore en train... Enfin, c'est acté, mais on est en process de signature. Alors, comment ça s'est passé? Élise, elle a créé la communauté, elle a choisi le nom Ramène ta fraise. Tu vois, quand je te parlais du premier live, le nom Ramène ta fraise a été choisi par des femmes qui étaient dans le chat. Et Élise était la personne qui a dit « Ok, banco, on le fait ». Elle a ouvert un groupe LinkedIn qui est probablement le pire endroit sur Terre pour gérer une communauté, mais c'est pas grave. Et au moment où j'ai lancé le bootcamp, donc qui est la partie payante de la communauté... Juste, c'était en mode initiative, ça qu'elle le faisait, ou c'était... Ouais, Ok. Initiative. Ouais. Et donc au moment où j'ai lancé le bootcamp, la première personne que j'ai appelée pour m'aider, c'est Élise. Je lui ai dit, je lance une partie payante. Faut que je partage avec quelqu'un, en fait, parce que c'est grâce à toi, en fait, qu'il y a toutes ces personnes. Ah, donc c'est since day one, en fait. C'est since day one, ouais. Ok. Je lui ai dit, mais il y a tous ces gens, merci, déjà, trop cool. Vas-y, viens avec moi. Et à l'époque, elle était community manager, elle disait, ok, vas-y. Aujourd'hui, elle a une activité où elle aide les entrepreneurs à structurer leur activité au travers de Notion. Mais à l'époque, pas du tout. Et donc, elle m'a aidé sur le bootcamp 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7. Donc, c'est elle, par exemple, qui a fait toute ta page Notion, là où tu as transmis, je sais pas combien de pages en fait, un peu de formation asynchrone écrit sur le copywriting. Ouais, globalement, c'est elle qui Ok. fait tout. Qui m'a beaucoup aidé à structurer mon contenu, l'intérieur de mon Notion. Donc, de base, en fait, j'allais pas dire une fan, c'est quelqu'un, en fait, qui, du coup, était hyper impliqué, du coup, dans la communauté. Du coup, avec qui, je suppose, là, après, tu commences un peu à travailler, donc, je suppose, en freelance, tu lui donnes des missions. C'est ça. Et donc, en fait, ça devient peut-être de plus en plus de missions. Et en fait, vous devenez quasiment collaboratrice, en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, en fait, on a travaillé notre manière de bosser. En fait, où c'est modelé. C'est parce qu'elle m'a connue, j'étais une bébé entrepreneuse. Je l'ai connue, c'était une bébé entrepreneuse. C'est comme quand tu te mets en couple, genre très jeune, tu vois. Tu te façonnes aussi avec l'autre personne. Et aujourd'hui, je pense qu'on a des manières de travailler qui
on se comprend très très vite, quoi. Ouais. Et aussi en tant que personne, on se comprend encore plus vite. Et donc, moi, j'ai eu envie de... Elle a toujours fait partie du projet. Et au même titre que j'ai proposé de rentrer dans le bootcamp, quand j'ai compris que ma boîte allait devenir une boîte et plus forcément Nina Solo, bah, j'ai eu envie de la faire rentrer dedans. Et ce qui est intéressant et ce qui nous a confortés toutes les deux dans cette envie de bosser ensemble, c'est qu'on a un vrai duo visionnaire-intégrateur. Visionnaire-intégratrice. En fait, c'est un duo, souvent dans les associés, où tu as quelqu'un qui est très visionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va porter la vision, qui va savoir ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans, qui est un peu au-dessus des nuages, quoi. Voilà. Et tu as quelqu'un qui est intégrateur, c'est-à-dire qui est capable d'implémenter cette vision. Et on voit toujours le CEO, tu vois, c'est Steve Jobs, par exemple. Le CEO, c'est Walt Disney. Mais derrière Walt Disney, il y a aussi son frère, tu vois, qui est beaucoup moins connu, mais c'est vrai, ça. Qui était dedans, qui a les mains dedans. Et quand on y pense, on a tous une dominante visionnaire ou une dominante intégrateur. Et on n'est pas 100% l'un ou 100% l'autre, c'est une jauge, tu vois. Et en l'occurrence, Élise et moi, moi c'est que je suis la visionnaire, elle c'est l'intégratrice, et depuis le début, ça a été très clair. C'est qu'elle, par exemple, elle n'aime pas faire tout ce que je suis en train de faire là, tu vois. C'est pas sa zone de kiff, absolument. Ouais. Quand on fait des lives, elle aime pas trop être sur le devant de la scène, tu vois. Donc elle aime bien le travail de l'ombre, moi ça me paraît fou, et elle, ce que je fais, ça lui paraît fou d'aimer ça. Donc ça n'empêche que moi je suis capable de faire parfois ce qu'elle fait et inverse, parce que c'est ce qui fait de nous des entrepreneuses, mais on a quand même ce binôme de quelqu'un qui aime, entre guillemets, la lumière, qui a la vision, etc., et quelqu'un qui aime implémenter, intégrer, structurer. Moi, je suis pas structurée, quoi. Enfin, heureusement qu'il y a Élise, parce que Élise, elle me permet de me dire, ok, calme-toi, focus-toi, comment on fait. Ok, là, ça, oui, ça, non, peut-être dans 6 mois, mais on en rediscutera, tu vois. Et finalement, c'est vraiment le fait d'être en binôme là-dessus qui nous est... on est très complémentaires. Ok, et donc à quel moment en fait le sujet de s'associer, d'aller encore plus loin, est mis sur la table? Est-ce que c'est une idée qui vient d'elle et qui vient de toi? Et après, quel est un peu le processus jusqu'à la signature, donc du coup là qui est imminente? C'est quoi un peu toutes les étapes par lesquelles on passe? Écoute, moi je me rends compte qu'en fait, Ellie, j'ai envie de bosser avec elle, que la boîte, je vais plus être solo, je vais être CEO, que ça va devenir une boîte. Je comprends ça. Et là je me dis, j'ai un problème, c'est ma marque personnelle. Je me rends compte que ma marque personnelle, parce que j'ai bossé dans des boîtes, dans 2 boîtes notamment, dont le chiffre d'affaires dépendait directement du nombre de leads, de postes qu'allait faire le dirigeant. Tu parles de qui là? Tu vois, l'école de recrutement, Jardinet, tu vois, c'est vraiment des boîtes où il y avait ce truc-là. Ouais. Donc c'est une énorme force pour le coup. Mais c'est un énorme risque. Mais c'est un énorme risque, tu vois. Et donc du coup, je me dis aussi, intérieurement, j'ai envie de bosser avec Ellie, je l'adore, etc. Mais il faut que j'arrive à créer une entité qui est plus forte que Nina, ou qui est en tout cas aussi forte que Nina. Et là, je me dis, une des manières de le faire, c'est aussi d'avoir un autre visage qui représente Ramène ta fraise, voilà. Donc j'ai cheminement dans la tête, j'adore Élise, j'ai envie d'aller plus loin avec elle. Comme il y a des trucs qui s'expliquent pas, comme est-ce que tu as envie de te marier avec quelqu'un? T'as envie de te marier avec la personne, tu vois. Oui. Il y a cette dimension-là qui est évidemment... Je l'aime, m'emmerde pas en fait, quoi. C'est ça, tu vois. Donc on en parle, elle me dit ok. Et là, on se retrouve dans toute la partie gestion, finance, etc. Alors moi j'ai un DAF. Maintenant j'ai un DAF dans Ramène ta fraise. Un DAF partagé du coup? Ouais, un DAF temps partagé, meilleur truc de la Terre. Ouais. Vraiment, c'est trop bien. J'ai un tableau de trésorerie, j'ai un tableau, tu vois, donc tout est assez carré au niveau de la compta, etc. Mais on se retrouve dans un sujet de départ. De comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on split, etc. Machin. Parce que toi, en fait, donc à ce moment-là, donc là, je suppose qu'on est sur un sujet qui date de cette année, donc là, 2023. Toi, tu as monté la SAS, la SASU, c'était quand? Il y a 1 an, en fait, tu as un seul bilan là pour l'instant. Elle a une seule année d'exercice comptable, donc il faut valoriser la boîte sur une seule année d'exercice comptable, sur un business model qui a beaucoup évolué. Et surtout de se dire, en fait, aussi quelle répartition de part. En fait, elle veut pour être confort, etc. Ça, c'est des discussions qui sont hyper compliquées et qui, même quand tu y arrives, il faut vraiment que ça soit cadré, qu'il y ait une sorte de pacte d'associés, parce que même encore une fois avec les gens avec qui ça se passe bien à un instant T, tu sais jamais ce qui peut se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc ça, c'est des sujets pour ça que ça m'intéresse qu'on en parle, parce que c'est des sujets hyper complexe et hyper important, quoi. On a fait valoriser la boîte par un tiers, vraiment par quelqu'un dont c'est le métier, quoi. Alors peut-être sans donner le montant, ce qu'il est peut-être confidentiel, est-ce que quel type de... Tu te considères comme une agence du coup?
Ouais, très bonne question. Donc c'est quoi, vous avez pris les bid die, vous avez fait un multiple en fait Au début, on voulait... Alors ouais, très bonne question. Au début, on voulait... On se disait que c'était une boîte de formation. Donc tu vois, tu peux avoir cette fois les bidas. Après, on s'est dit que c'était une boîte de prestat de service marketing. Donc agence. Donc agence, exactement, agence. Donc l'expert comptable a fait 2 méthodes de calcul qui revenaient à peu près aux mêmes choses. Donc tu vois, donc ça, c'était une première chose. Après, il a fallu tenir compte de quelque chose d'autre qui était que la boîte, aujourd'hui, elle repose sur ma tête. Donc et qu'il n'y a qu'un seul bilan aussi. Et qu'il n'y a qu'un seul bilan, donc ça fait perdre de la valeur à la boîte. Ouais. Si elle repose sur Nina, ben en fait ça veut dire que Nina c'est la boîte et que du coup la boîte sans Nina, en fait on essaie de valoriser la boîte. Ouais. On ne veut pas valoriser Nina dans la boîte, on veut juste extraire. En fait, le problème c'est que c'est quand même un asset en fait, l'asset marque. C'est ça, c'est un asset, l'asset marque, et donc c'est là où tu comprends la valeur de ce que ça peut être, c'est de la marque quoi. Et donc aujourd'hui, ben, on voit très bien que la génération de lead, elle dépend de moi directement, donc ça c'est un truc qui a était un facteur qui a dévalorisé la valeur de la boîte. L'asset qui est aussi la communauté, les mails, la newsletter, etc. Tout ça, c'est des trucs qui par contre là, qui du coup pèsent dans la balance pour le... Par contre, ce qui a de la valeur, ouais, c'est ça. Ce qui a de la valeur, en fait, c'est le nombre d'adresses email, effectivement. Tu vois, tout ce que tu peux avoir, la communauté. Donc, ça a été vraiment ça l'enjeu. Il y a eu aussi le fait qu'on a changé de business model. Donc, ce qu'on projette sur la première année de bilan comptable, il y a une formation en ligne. Il y avait beaucoup de coaching et tout. Il y avait du coaching, il y avait ma formation en ligne. Ouais. Il y avait plein de trucs qui potentiellement seront pas valables sur l'année prochaine. Donc ça a été pas mal de questionnements là-dessus. Au final, on est arrivé sur une fourchette entre 133 et 163, tu vois. Enfin, c'est pas confidentiel. 1000 euros ? Ouais. Ok. Et on s'est dit, ok, tu vois, c'est un truc qui a été établi, il y a eu 2 méthodes, elle a tombé à peu près sur le même truc sur les 2 méthodes. Voilà, donc on prend un peu au milieu, voilà, 150 000 euros et quelques. En fait, on pouvait pas... En fait, la question, c'était quoi ? C'était on peut pas trop sous-dévaluer la boîte, parce que si dans 1 an, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, on va revendre la boîte, imagine dans 5 ans, on vend la boîte, il y a quelqu'un qui dit, ah bah ouais, mais en fait, vous l'avez valorisé 10 balles, la boîte, donc 5 ans après, elle peut pas en valoir 1 million. Ouais. Donc en fait, c'est ça la difficulté de l'exercice, c'est que à la fois, en fait, tu veux... moi, le but, c'était pas que Elise, elle sorte trop d'argent. Enfin, le but, c'était aussi de l'inclure, comme si elle était là depuis le début, etc. Donc, tu vois, le but, c'était pas de la faire payer très cher, quoi. Ouais. Le but, c'était surtout de pouvoir être associé avec quelqu'un, etc. Mais en même temps, on pouvait pas trop dévaloriser la boîte, parce que le but, c'est de la faire grandir, et si un jour on veut faire rentrer un associé, si un jour on veut injecter, machin. Il y a plein de raisons. Et je suppose que vous n'allez pas vous mettre à 50-50, ça pareil, comment vous faites le choix du nombre de parts ? Ouais, on en a discuté, il y avait combien elle veut mettre en termes de... Est-ce qu'elle te rachète des parts, en fait, grosso modo ? Combien elle a à mettre ? Et il y avait quoi d'autre ? Et est-ce que je reste majoritaire ? Donc je reste majoritaire. Of course. Voilà, largement majoritaire pour le coup. Et il y a un autre truc qu'il faut dire qui est important, c'est qu'on a décorrélé le revenu qu'elle prenait, enfin pas le revenu, comment t'appelles ça, le chiffre d'affaires qu'elle prenait, le montant de la prestation ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, Elise reste prestataire de la boîte. Okay. Tu vois. Donc en fait, il y a une différence. Il y a la différence entre ton salaire et le capital que tu vas avoir. Et donc nous, on a vraiment décorrélé ces sujets. C'est pas parce que tu as du capital que tu dois être moins bien payé aux cotisants, tu vois. Ouais. En fait, donc c'est ça. Donc il nous a fallu aussi avoir cette conversation en parallèle de ok, Elise, maintenant tu vas bosser 4 jours sur 5, peut-être 3 à 4 jours sur 5 sur Ramène ta fraise. De combien tu as besoin pour que ce soit viable ? Parce qu'elle a une activité quand même en parallèle. Comment est-ce que toi, tu maintiens ton activité en parallèle ? Tout ça, c'est contractualisé, quoi. En plus, et donc ça, on en a vraiment discuté. Donc ça a été une première étape où on a posé tous ces sujets. Il y a eu plusieurs intervenants. Il y a eu l'expert comptable, il y a eu le DAF et il y a eu l'avocate. Et là, on est en train d'établir les sujets de pacte d'associés. Donc, le droit de préemption, par exemple, si elle doit vendre ses parts, est-ce qu'elle me les vend à moi en priorité ? Est-ce qu'elle les vend ? Est-ce qu'elle doit les vendre ? Enfin bref, voilà. Oui, toutes ces règles. Où souvent, et moi le premier, j'ai rarement fait des pactes d'associés. J'ai dû monter, je sais pas, entre 10 et 15 boîtes dans ma vie. Je pense que j'ai fait 2 pactes d'associés dans ma life. Parce que c'est quelque chose que tu passes outre, parce que tu te dis, oh, ça va bien se passer et tout. Ça, en fait, franchement, si je dois donner une image, c'est comme le mec qui est bourré, qui prend le volant, il dit, oh, ça va bien se passer.
Ouais, enfin, sauf que si ça se passe mal, c'est dramatique, quoi. C'est ça. Donc, et donc nous, on a énormément de discussions. Et en fait, ce qu'on cherche chez les personnes qui nous challenge, et d'ailleurs, il y a 2 personnes, il y a le DAF, il y a... Enfin, les 3 personnes, le DAF, l'avocate et l'expert comptable qui travaillent vraiment de concert avec nous. Et ces personnes-là, on leur dit, plaquez-nous contre un mur et faites en sorte qu'on s'embrouille, quoi. Ouais. Enfin, le but, c'est que vous alliez toucher des sujets sur lesquels on n'est pas confortable. Donc, ils nous ont posé la REM, ils nous ont posé, ok, aujourd'hui, ça c'est la valo de la boîte avec ce qu'on avait avant, mais est-ce que c'est toujours ok? Il y a une partie de mon activité, moi, que je vais arrêter. Enfin, voilà, on a posé vraiment les sujets. On s'est fait plaquer contre un mur dans des salles, quoi. Ouais. Et on a discuté de ça. On a encore une discussion à avoir avec l'avocate, qui sera la dernière, qui va créer un pacte d'associés définitif avec ce qu'on lui aura dit. Donc d'ici la fin de l'année, vous êtes associé. Ouais, là c'est imminent, quoi. Enfin, c'est maintenant, on n'a plus qu'à, entre guillemets, avoir la dernière discussion pour bien valider tout ce qu'on s'est dit et signer et c'est bon. Et franchement, c'était la meilleure décision. Enfin, on n'a pas encore signé, mais ça fait déjà 3 mois qu'on bosse comme si on était associés et ça fait 3 mois que je me dis que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma boîte parce que je pense qu'un des écueils que je rencontre le plus et la plus grosse douleur que j'avais sans m'en rendre compte, c'était la solitude, quoi. C'était la charge mentale et la solitude. Est-ce que du coup, vous allez continuer quand même à être tous full remote? Elle est à Paris, Élise? Elle est avec toi ou pas? Non, elle est à Saint-Étienne, à côté de ça. Pas non plus à côté. Donc en fait, par contre, vous gardez une policy full remote, etc. C'est pas demain que tu vas prendre des bureaux, des salariés et compagnie, quoi. Alors, si, j'ai des bureaux. Alors, Élise est full remote, oui. Après, moi, je suis à Paris, j'ai des bureaux, j'ai 2 salariés. Il y en a une qui va arriver en CDI. Et maintenant, la question qui se pose, c'est, maintenant qu'on devient une boîte, c'est quoi notre culture? C'est quoi le télétravail? Est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'on n'est pas OK? Et ça, c'est des sujets que je suis en train de me prendre dans la gueule, là, parce que j'ai des sujets où je suis en train d'embaucher des gens. Donc, des sujets de culture. Ouais. Je connais évidemment avec Kimono, mais c'est vraiment des choses que j'ai pas conscientisées, que j'ai pas verbalisées, mais à l'époque où ma vision n'était pas verbalisée, jusqu'au jour où j'en ai une, tu vois. Donc là, c'est un autre sujet qui est en train de se poser sur quel est le cadre que je donne aux personnes avec lesquelles je bosse, tu vois. Et donc du coup, tu as déjà réfléchi, tu as déjà des... Franchement, c'est super dur. En fait, c'est super dur, pourquoi? Parce que ça te confronte à tes propres peurs et tes propres angoisses. Ouais, moi, je veux que la personne, elle fasse absolument 3 jours de présentiel. Ok, mais pourquoi, en fait? Et donc moi, je me suis confrontée à ça, là. Je m'étais dit, parce que là, je bosse avec mon alternante, elle est là 3 jours. Et je me dis, bon, on va intégrer quelqu'un, ça va être pareil. Mais l'alternante, en l'occurrence, elle voulait 3 jours être présente au bureau. Donc c'est facile de faire une règle, un truc quand il y a une personne, quand il y en a une deuxième. Et donc l'autre me dit, non, mais en fait, moi, je veux pas, ça me va pas. Et donc là, je suis en mode, ok. Et en même temps, j'ai pas envie d'être la personne, parce qu'elle fait 3 heures de transport par jour, j'ai pas du tout envie d'être la personne qui impose à d'autres personnes, surtout avec les discours que j'ai de faut améliorer sa qualité de vie, de faire 3 heures de transport par jour. Ah, tu m'étonnes. Mais en même temps, je me dis, ok, comment est-ce que je fais pour transmettre les choses suffisantes à cette personne? Comment, au final, et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que le focus que j'avais fait là sur le télétravail en l'occurrence, ce qui est marrant, c'est reboucle avec le post sur le télétravail. Avec ton premier post viral, quoi. Tu vois, et en fait, c'est marrant parce que ce qui te fait réfléchir, c'est pourquoi je veux ça. Pourquoi je veux ça? À quelle peur ça répond? Pourquoi tu as besoin que les gens ils soient devant toi en train de bosser? Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Et du coup, la question c'était, ok, moi c'est mes craintes A, B, C, D, tu vois. Et est-ce que c'est la bonne manière d'y répondre? Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça te force toujours, enfin moi ça me force, là ce que je suis en train l'épreuve que je suis en train de traverser, c'est de me rendre compte que, d'être challengée en permanence aussi avec les personnes avec lesquelles tu bosses, des personnes qui vont te dire oui mais pourquoi, ok, en fait ça va te remettre en question toi, quelles sont tes craintes, ok, est-ce que c'est la bonne manière de répondre à tes craintes? Probablement que non, que d'enfermer des gens dans une même pièce, ça ne sert à rien, mais voilà, mais comment tu fais ça? Voilà, globalement, j'ai pas encore de réponse officielle à ça. La culture de la boîte, elle existe, mais aujourd'hui, elle a pour vocation à évoluer. Plus tu recrutes, plus t'es petit, plus tu recrutes, et plus en fait, ça a de l'impact. Une personne supplémentaire, aujourd'hui, c'est 1/4 de la boîte. Donc t'es obligé de tenir compte de la personne. Et là, tu ne travailles qu'avec des femmes ou t'as quand même aussi des hommes qui travaillent avec et pour toi? Eh ben, j'ai que des femmes, sauf mon DAF. Sauf ton DAF. Sauf mon DAF, qui a un passe-droit, parce que
parce que je connais depuis longtemps. Mais c'est vrai que pour le moment, je n'ai que des femmes avec lesquelles je bosse. Et ça, en fait, bon, je suppose que c'est quand même parce que en fait, c'est assez logique par rapport en fait, à ton discours, à ta posture et à ta vision, à ta mission, etc. Mais par exemple, si demain, tu es amené aussi à grossir, etc., est-ce que du coup, tu n'as pas peur aussi d'être un peu enfermé dans ce carcan qui est justement non pas féministe, mais en fait qui pourrait presque en fait être apparenté comme étant presque comment c'est quoi le mot en fait limite un peu pas sectaire, mais en fait communautariste du coup. Antième, tu veux dire? Ouais, j'ai pas la bonne sémantique ou quoi, mais c'est quoi toi ton point de vue là-dessus? Est-ce que du coup c'est assumé? Parce qu'en fait pour toi c'est un non-sujet. C'est quoi ta vision là-dessus? Alors, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que j'ai peur d'être identifiée comme quelqu'un d'anti-homme ou est-ce que j'ai peur de me priver de talent parce Ouais. que je ne recrute que des femmes? C'est peut-être en fait, non, c'est peut-être en fait c'est un peu un mix entre un peu un mix entre les deux. C'est en fait est-ce qu'à un moment donné quand tu prônes en fait l'égalité, si ça s'apparente à être un choix par exemple de ne recruter que des femmes, ben en fait c'est un peu l'effet inverse en fait qui peut être en fait assimilé et en termes de vision par les autres. Bah, moi, quitte à donner, tant qu'on est à 25% d'inégalité et que les femmes gagnent 25% de moins que les hommes, je préfère donner de la thune à des femmes, en Bonne réponse. fait. Oui, on pourrait se poser cette question si on était dans un monde où on était à 50-50. Tu pourrais dire, ah bah ouais, c'est injuste. Mais là, en fait, l'inégalité, elle est tellement grande que si tu veux. T'essaies juste de rattraper le Ouais, truc en j'essaie fait. de Ouais. rattraper. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaie de bosser majoritairement avec des femmes. C'est parce que je préfère filer de la thune à des meufs, faire croître leur business à elles, parce que j'estime que les hommes, ils ont d'autres assets qui sont Ils sont historiques. voilà, qui sont historiques, que c'est plus simple pour eux d'accéder à certaines choses et que voilà en fait et que c'est plus facile pour eux à certains égards. Et du coup, moi ma manière de résoudre ça, c'est de me dire bon bah on va aider les femmes. Après, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire? Probablement, mais ma manière de le faire, c'est de me dire comment on peut armer les femmes, leur filer plus d'argent, faire en sorte que ce soit moins dur pour elles. Voilà. Et une des manières de le faire, c'est de bosser avec des femmes, sauf Sauf ton DAF, ouais. Que l'on salue. ouais, c'est clair. Il s'appelle comment? Il s'appelle Samy. Salut Samy, on te passe le J'ai fait la bonjour. dédicace. Du coup, c'est quoi ton rapport justement à l'argent, etc. C'est vrai que c'est un sujet qui est souvent un peu battu, débattu, rebattu. En fait, est-ce que c'est un sujet intéressant? Oui, non, etc. Est-ce qu'on devrait donner son salaire en public? Oui, non, parce que en fait, moi, je suis toujours un peu le cul entre deux chaises là-dessus, parce que je me dis, bon, c'est vrai, en fait, on ne devrait pas avoir de tabou là-dessus. Mais en fait, des fois, donner son salaire juste pour donner son salaire, en fait, qui s'apparente presque à mettre sa bite sur la table et dire c'est moi qui est la plus grosse. En fait, si ça apporte rien au débat, bah en fait, remets ton slip, quoi, en fait, grosso modo. C'est quoi, toi, ton rapport un peu à ce sujet, en fait, de l'argent, de la rémunération, de combien on gagne, etc. Bon, ça rejoint aussi un peu ton combat homme-femme avec du coup les femmes qui sont à boulot égal, qui sont moins bien payées, etc. Donc est-ce que c'est aussi une forme de revanche, etc. C'est quoi un peu ton rapport à tout ça? Ouais. Première chose, effectivement, je pense que le fait d'avoir le même, on est dans un monde qui est pas égalitaire. Après, le fait de donner son salaire ou son chiffre d'affaires publiquement, le problème de ça, c'est que t'as pas toutes les informations. Exemple, la première année, moi j'ai signé 250 000 euros de chiffre d'affaires. Je pourrais dire chiffre d'affaires TTC ou hors taxe. Bah, 250 000 euros TTC. Tu fais hors taxe, ça fait 200 000 euros. Ouais. Ok, 200 000 euros signés, c'est pas 200 000 euros encaissés et c'est pas 200 000 euros réalisés. Je m'explique pour ceux qui nous écoutent, parce que toi je sais que tu sais, mais en gros, une prestation, par exemple le bootcamp 2023, je l'ai vendu en 2022. Donc je l'ai signé en 2022, mais comptablement, ça va passer sur 2023. Exact. Ouais. Et donc, tu peux dire, je fais 200 000 euros ou 250 000 euros cette année, mais en réalité, sur ton bilan comptable, bah c'est 250 moins la TVA, moins le bootcamp que tu auras vendu en fin d'année, donc je sais pas, 180 000 euros, tu vois. Donc déjà, quand on donne son chiffre d'affaires, souvent il manque beaucoup d'éléments de contexte. Donc la première chose, c'est que parfois on ne compare pas les bonnes choses. Donc déjà, tu penses qu'il y a un premier élément de réponse, c'est qu'il y a un peu un manque de transparence et une forme un peu du coup, de triche, un peu d'enrobage de la réalité
pour en fait en gros en faire une belle accroche quoi, grosso modo. Et parce que c'est dur de donner tous les éléments, tu vois, tu vas pas mettre une astérix à chaque fois et dire bon bah alors taxe comprise, nanana, nanana, ou tu pourrais à chaque fois, mais tu en pourrais vrai, donner certains éléments. c'est ce qu'il faudrait mettre une astérix et préciser en commentaire. Bon alors là on parle de LinkedIn parce qu'on sait que c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur LinkedIn, mais pour moi-même avoir utilisé ces leviers, tu vois. Mais rétrospectivement et même aujourd'hui j'ai quand même un critique par rapport à ça qui est de se dire ok, en fait, quels sont les éléments de contexte? Est-ce que tu te rémunères? Est-ce que tu te rémunères pas? C'est quoi ta marge? Parce que tu peux avoir un énorme chiffre d'affaires. Tu vois, il y a des intermédiaires. Bah, en fait, ils vont être intermédiaires, donc ils vont facturer énormément. Ils vont faire 2 millions de chiffre d'affaires. Mais derrière, ils vont avoir beaucoup de fournisseurs. Et donc, ils vont se faire une toute petite marge. Ouais. Tu peux avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires avec 90% de marge ou avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires avec 10% de marge. Et c'est pas pareil. Donc, tu vois, parfois, on compare des choses et on n'a pas forcément tous les éléments pour savoir. Donc, ça, c'est la première chose. Et pareil, quand tu donnes ta marge, est-ce que tu comptes ton salaire dedans ou est-ce que tu prends ta marge comme si c'était tes dividendes, tu vois? Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont des subtilités dont tu te rends compte un peu plus tard. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, c'est donner son chiffre d'affaires, dans le comparatif des chiffres, c'est aussi jouer à un jeu, le jeu du capitalisme, le jeu de la croissance, le jeu qui veut que, en fait, on fasse toujours plus, tu vois, même, et moi y compris, c'est pas parce que j'ai conscience de ça que je suis pas aussi prise dans ce truc-là, tu vois. J'essaye de m'en extraire parfois et d'avoir un petit peu une lecture plus critique de ça, qui a un écosystème dans lequel on vit, qui a un game dans lequel on vit, mais faire de la croissance, c'est pas forcément un objectif. Est-ce que c'est bon pour nous, en tant qu'humains, de vouloir toujours faire de la croissance? C'est quelque chose qui est discutable, tu vois. Si on veut toujours faire plus de croissance, ok, à un moment, on va aussi consommer des ressources, on va aussi consommer, prendre du temps d'autres personnes, etc. Donc ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on peut questionner. Et au travers du fait de donner son chiffre d'affaires en permanence, on joue un peu à ce jeu de statut-là. Donc moi, c'est une autocritique que je me suis faite parce que là, ce que je te dis là, moi, ça ne m'a pas empêché de parler de chiffre d'affaires, dans cette conversation y compris. Et donc ça ne m'empêche pas d'être aussi prise là-dedans, mais de beaucoup me questionner. T'es aussi une playeuse du jeu, quoi. Mais de me questionner, en fait, de me questionner. Et aujourd'hui, je suis plus, je sais pas si je suis encore hyper alignée avec ça, mais je le laisse exister. Voilà, on n'est pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi on a tous des ambivalences, et il faut savoir, c'est pas parce qu'on fait quelque chose que on n'est pas aussi critique de ce qu'on est en train de faire. Ouais, on est plutôt d'accord avec ça. Nina, est-ce qu'il y a des questions ou des sujets que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posé? Non, on a fait un super tour. Franchement, c'est la première fois que j'abordais beaucoup de sujets que j'ai abordés là aujourd'hui avec toi, donc je te remercie. Je pourrais te mentir et te dire que j'avais tout préparé, mais non, en fait, c'est toi qui m'as... T'as été une bonne chose de ping-pong pour bien me renvoyer la balle, etc. Donc c'était hyper agréable. Non, merci. J'espère que tu as passé un bon moment, en tout cas, Nina. Très bon moment. Chez Le Crayon, du coup, qui nous invite, qu'on remercie. J'en profite aussi pour remercier Shine, qui est le sponsor du podcast, et du coup, et Juliette, que j'embrasse, qui du coup m'aide beaucoup dans l'ensemble de mes projets. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nina, pour cette fin d'année? Une bonne fin d'année en termes de chiffres, une bonne association? Ouais, kiffer, juste kiffer en fait. Kiffer aussi. Kiffer, le kiff, c'est ta boussole en fait. Moi, si je fais tout ça, si j'ai fait tout ce chemin, c'est parce que j'essaye toujours d'aller vers plus de kiff. Et je pense que ça doit compter. Ouais. Écoute, merci beaucoup Nina, longue vie à Ramène ta fraise, on suivra ça, puis on se reverra peut-être dans un an pour savoir si le million d'euros a été frôlé, savoir si tu t'épanouis toujours autant dans ce nouveau rôle de vrai CEO. Et puis en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour venir enregistrer ce podcast qui n'existe pas encore. J'apprécie beaucoup, je te revaudrai ça. Merci beaucoup Nina, à bientôt. Merci Hugo, salut. Ciao.